Bien, chers internautes, chers intervenants, bonsoir. Bienvenue à notre conférence digitale intitulée Transformer la mobilité, tous impliqués. Nous sommes ensemble pour 1h30. Tout d'abord, vous pouvez à tout moment réagir et poser vos questions sur le chat intégré à la plateforme en ouvrant l'icône conversation. C'est l'icône en forme de bulle rectangulaire. Et vous pourrez revisionner ensuite, bien sûr, en replay, cette conférence sur la chaîne YouTube ESC Clermont Business School, ainsi que sur la chaîne YouTube orbimob.org. Alors justement, cette conférence prend sa place dans le contexte de la première édition de la semaine Orbimob, qui dure jusqu'au 6 novembre. Orbimob, c'est un ensemble d'actions de sensibilisation à ce qu'est réellement la mobilité et surtout à ce qu'elle peut être demain pour tous les publics, pour les citoyens, les entrepreneurs, mais aussi les pouvoirs publics ou les étudiants, bien sûr. Alors évidemment, la plus grande partie de ces actions sont sous forme de visioconférence. Confinement oblige, situation sanitaire oblige, et je vous invite bien sûr à demander le programme sur orbimob.org. Je vous propose d'accueillir tout de suite l'organisatrice de cette conférence, Florence Puiseux. Florence, vous êtes professeure permanent, responsable de la filière mobilité durable à l'ESC Clermont Business School. Vous avez auparavant travaillé 15 ans en entreprise et notamment chez PSA pendant 8 ans à des postes de marketing et de communication. Vous bénéficiez donc d'une solide connaissance du monde de l'entreprise, PME ou grand groupe. Vous interviendrez quand vous le souhaiterez dans nos échanges, mais tout d'abord, je vous laisse bien sûr nous dire quelques mots d'accueil, Florence. Oui, bienvenue à l'ESC Clermont Business School pour cette conférence organisée par notre filière mobilité durable, une filière co-construite par notre école de management et Sigma Clermont, école d'ingénieurs. L'ESC est heureuse de s'associer ce soir à la démarche Orbimob pour des mobilités territoriales durables et d'accueillir aujourd'hui des décideurs économiques, politiques, des citoyens. Nous sommes honorés d'accueillir des intervenants de haute qualité, des élus de Clermont Métropole, le président du SMTC et le vice-président représentant le maire, des élus en charge des mobilités durables, des entrepreneurs innovants dans le domaine des mobilités. Je souhaite les remercier vivement pour leur présence sans faille à nos côtés ce soir malgré ce confinement. Tous vont vous être présentés dans un instant par notre animateur Emmanuel Taillarda. Emmanuel, vous êtes journaliste, vous êtes spécialisé dans la filière automobile et les transports, collaborateur de l'Argus de l'automobile, et vous êtes également l'auteur d'un ouvrage qui va paraître en novembre sur les véhicules électriques ou électrifiés, dont l'intitulé est « Les conséquences de l'électrification du parc circulant sur la filière automobile à l'horizon 2035 ». Pour cette conférence, nous avons aussi fait appel à Claire Antoine, qui va réaliser une facilitation graphique de tout ce qui sera dit par les intervenants pour garder une trace des principaux messages en images. Et cette synthèse graphique vous sera adressée par mail à tous ceux qui ont été inscrits et qui nous ont donc donné leur adresse mail. Les autres pourront me demander la synthèse et je mettrai mon adresse mail à la fin de la conférence sur le chat. Emmanuel, je vous cède la parole. Merci Florence. Alors, transformer la mobilité, décideurs économiques, politiques, citoyens, tous impliqués. Pourquoi ce titre tout d'abord? Tous impliqués parce que les pouvoirs publics ne peuvent pas agir tout seuls, c'est une évidence. Les citoyens, les entreprises, le monde académique et les étudiants doivent aussi être impliqués. Nous sommes tous impliqués dans la transformation de la mobilité, des mobilités. Mais impliqués pour quoi faire? D'abord parce qu'on parle beaucoup de décarbonation des transports. On a la chance de pouvoir le faire petit à petit, en tout cas au rythme de chacun ou de chaque territoire. Pour lutter contre la congestion urbaine. Vous êtes tous au courant des problèmes de santé publique qui sont reliés à la vie dans les grandes métropoles et à cette fameuse congestion urbaine. Pour accroître aussi et harmoniser les propositions de transport en commun et de transport individuel. Ça, c'est ce qu'on peut appeler la multimodalité ou le report modal. Ce sont des termes sur lesquels nous allons revenir. Voilà en quelque sorte pourquoi ce titre. Et notre ambition ce soir, lors de cette conférence, c'est effectivement d'associer les représentants du monde politique, du monde de l'entreprise. Vous allez découvrir des personnages riches d'expérience et riches aussi d'innovations concrètes. Et en particulier, puisque cette conférence est organisée par l'ESC Clermont Business School, avec la description pour les innovateurs de leur modèle économique, c'est-à-dire de la soutenabilité
de leur projet. Je vous présente tout de suite nos invités intervenants. Deux élus tout d'abord, François Rage, premier vice-président de Clermont-Auvergne Métropole en charge de la mobilité durable, président du SMTC, le syndicat mixte des transports de l'agglomération clermontoise. Et François Rage, vous êtes également maire de Cournon. Bienvenue. Flavien Neuvy, maire de Sébaza, vice-président de Clermont-Auvergne Métropole. Vous êtes en charge du déploiement du schéma cyclable et des mobilités innovantes. Vous êtes également un spécialiste de la filière automobile. Flavien, vous êtes également directeur Market Intelligence pour BNP Paribas Personal Finance. Alors, BNP Paribas Personal Finance, c'est le nom barbare de CTLM. CTLM, c'est un organisme bien connu qui distribue du crédit sur le lieu de vente et du crédit à la consommation, donc notamment pour l'automobile. C'est ce qui en fait le lien avec votre spécialité. Je vous présente ensuite plusieurs entrepreneurs et innovateurs. Didier Malga, vous êtes champion du monde FIA Énergie Nouvelle, créateur du championnat de France Énergie Nouvelle, spécialiste de la transition énergétique. On va avoir le plaisir d'entendre votre expérience et vos idées qui décoiffent parfois et qui sont très intéressantes en tout cas pour la promotion de la mobilité électrique en particulier. François Fantin de l'application Klaxit. Il s'agit d'une application qui met en œuvre des solutions de covoiturage ou de covoiturage plus précisément entre le domicile et le travail. Passionnant, et vous travaillez beaucoup avec les territoires, et notamment celui de la métropole de Clermont-Ferrand. Francis Nappé, vous êtes cofondateur de Blablacar. On a du mal à ne pas présenter Blablacar, en tout cas, on sait tous ce que ça veut dire. Vous êtes également un business angel, et vous êtes notamment investisseur dans l'entreprise que je vais présenter juste après, représentée par Roland Schaumann. Roland, vous êtes fondateur de Yan Motion. Vous êtes un spécialiste de la transformation des véhicules à moteur thermique en véhicules motorisés à l'électrique. Alors, vous n'êtes pas un magicien, c'est simplement ce qu'on appelle le rétrofit. Et Francis Nappé, que je citais juste avant, donc a investi, est un business angel dans votre entreprise. Et je vous présente maintenant notre grand témoin, Patrick Oliva. Vous êtes le créateur d'Orbimob et vous êtes également cofondateur de Paris Process on Mobility and Climate, PPMC. On va avoir le temps d'y revenir en détail. Mais en tout cas, créateur d'Orbimob, ça c'est votre titre ce soir. Et on aura l'occasion là aussi de pouvoir détailler. Alors Patrick, vous êtes notre grand témoin. Je vous présente donc un peu plus en détail que les autres intervenants. Vous êtes ingénieur chimiste de formation, vous avez exercé chez Saft, donc batterie, pile, accumulateur. C'était une entreprise bien connue à l'époque, elle existe toujours d'ailleurs. Puis vous avez passé 35 ans chez Michelin, dont vous êtes retraité depuis 2007. Michelin, je crois que c'est une entreprise que beaucoup de gens connaissent ici. Vous êtes spécialiste des questions de transition énergétique. Vous avez cofondé donc PPMC, que je viens de citer tout à l'heure, Paris Process on Mobility and Climate. Et PPMC a produit des réflexions et des travaux influents pour la COP 21, également pour la COP 22, puisque PPMC a été à l'origine de la macro-feuille de route, excusez des termes barbares, mais en tout cas, on y parle beaucoup, on y parlait de décarbonation des transports dans ces COP 21 et 22. Alors Patrick, le rôle du grand témoin, c'est de dresser les enjeux, mais aussi d'intervenir en synthèse sur les différents thèmes abordés. Ce seront donc vos deux missions principales, celles que je vous attribue ce soir, avec beaucoup de pédagogie, j'en suis sûr, qui s'ajoute bien sûr au fait d'intervenir librement à tout moment. Voilà. Mais vous le savez, pour agir vraiment sur le long terme, puisqu'on parle de transformation des mobilités, chers internautes, il faut être capable d'agir aussi sur la formation. Et la formation des jeunes en particulier, ce qu'on appelle la formation initiale ou la formation diplômante. Alors Florence, je reviens vers vous quelques instants avant de donner la parole à nos intervenants. Il est important de dire que l'ESC Clermont Business School veut devenir un pôle d'excellence dans le domaine de la formation aux nouvelles mobilités. Oui, en effet, transformer, ça passe par former. Et nous lançons cette année un nouveau programme de formation en un an à Bac+5. Il s'agit d'un Master of Science qui est intitulé Transforming Mobility, Business Models and Vehicles. Et l'objectif est de préparer aux métiers qui émergent pour conduire la transformation à l'œuvre chez les acteurs de la mobilité.
Alors, je pense que ce soir, nous avons un échantillon justement de ces acteurs qui œuvrent pour cela. Et je ne vais pas rentrer dans les détails. On adresse la formation à tous ceux qui veulent contribuer justement à une meilleure mobilité, qu'il s'agisse des véhicules au sens large ou des services de mobilité, qu'ils soient ingénieurs bien sûr, ou qu'ils aient un profil marketing ou de business développement, mais aussi pour des personnes, des étudiants qui pourraient avoir un parcours en droit, en logistique, en finance ou même en IT, pour peu qu'ils s'intéressent à ces enjeux de mobilité. Alors, à quel métier cette formation prépare? De manière générique, on peut dire au métier de manager mobilité. On voit fleurir de nouveaux intitulés de poste, par exemple manager expérience mobilité et innovation, animateur mobilité, consultant mobilité durable, fleet manager green mobility, commercial énergie mobilité durable. Voilà, je vous cite quelques exemples et je m'arrête là, simplement pour illustrer qu'il y a beaucoup d'opportunités à saisir, que nous n'en sommes qu'au début et que c'est la raison pour laquelle voilà, nous souhaitons former des étudiants et aussi des personnes en formation continue. Je voudrais juste ajouter que nous avons obtenu la co-accréditation par la Conférence des grandes écoles, qui est un organisme accréditeur qui vérifie l'excellence de la formation, l'insertion professionnelle, l'ouverture internationale, et que nous avons un comité de pilotage qui rassemble des professionnels, des experts internationaux, des entreprises, et qui ont participé à la fois à la co-construction de ce programme et qui participent à son animation. L'objectif, c'est que les participants sortent avec une double formation technologique et business et qu'ils aient 2 diplômes à l'issue. Je voudrais juste peut-être remercier ces partenaires qui nous ont accompagnés dès le début. Il s'agit de Michelin, de Renault, d'Engie, La Poste, BNP Paribas Personal Finance, Émile Frey, et aussi donc, des PME comme Joubert, équipementier de rang 2, ou Urbi, acteur de la logistique du dernier kilomètre. Et donc, voilà, ils représentent la grande variété des acteurs sur ces thématiques-là. Et on voit aussi que voilà, on a d'autres acteurs et on souhaite continuer à développer ces partenariats. Est-ce qu'on a, Florence, un petit clip à diffuser pour présenter cette formation? Oui, absolument. Ce clip sera visionnable aussi sur escclermontbusinessschool.fr.org. Oui, absolument. Pour ceux que ça intéresse, on pourra le remettre à la fin, mais ce n'est pas l'essentiel. Je pense que la conférence que nous allons avoir va camper le décor et permettre de comprendre tous les enjeux et les thématiques qui seront traitées dans ce parcours de formation. Alors justement, nous allons aborder 3 grands thèmes. Merci beaucoup Florence, restez avec nous tout au long de cette conférence. Si vous souhaitez intervenir, évidemment, il suffit de brancher votre micro. Et merci pour cette initiative, bien sûr. Nous allons aborder ensemble 3 grands thèmes. Tout d'abord, on va parler du contexte, en particulier avec vous, Patrick Oliva, le contexte politique, réglementaire, social, et ensuite avec nos élus, évidemment. C'est ce contexte qui nous pousse en réalité, vous allez comprendre pourquoi, à transformer la mobilité, à faire évoluer les solutions de mobilité. Deuxième grand thème, le rôle des citoyens, bien sûr, dans cette transformation, citoyens et automobilistes ou usagers des transports en commun. Que veulent-ils, ou des mobilités douces, bien évidemment, que veulent-ils, que souhaitent-ils? C'est Flavien Neuvy qui nous le dira. Et puis, dans un troisième thème, je proposerai aux entrepreneurs, innovateurs de ces mobilités transformées, eh bien, de nous dire, de nous présenter leurs modèles économiques, leurs idées, leurs solutions. Comment répondent-ils aujourd'hui à ces enjeux? Et tout de suite, on attaque avec ce premier thème, donc de contexte. Il s'agit de dresser effectivement tout le contexte réglementaire, politique, social, qui nous pousse à devoir transformer cette mobilité. Alors, Patrick Oliva, l'idée, c'est de dresser finalement un cadre pour nos réflexions, un cadre global qui nous influence tous, on va le découvrir tout de suite. Et avec vous, qui êtes notre grand témoin, vous vous intéressez en fait depuis plus de 40 ans aux questions d'énergie,
tout d'abord, et également aux questions de mobilité. Je cite simplement, très rapidement, vous avez lancé le challenge Bibendum chez Michelin, qui deviendra plus tard le Moving On Startup Challenge. En 2015, l'ONU et la présidence française vous demandent de cofonder la participation des acteurs non étatiques à la COP 21. Et puis ensuite, Madame Elisabeth Borne, que l'on connaît tous aujourd'hui, vous demande de présider le chapitre mobilité propre dans les assises de la mobilité, d'où est sortie la fameuse LOM, la loi d'orientation des mobilités. Voilà, une fois cette présentation complète faite, enfin pas tout à fait complète, quels sont, Patrick, pour vous, les grands déterminants de cette transformation de la mobilité? Alors, la question est vaste, hein, donc je vais cerner quelques axes absolument essentiels, qui, à mon avis, ne sont pas tous réflexions que l'on a au niveau local, national ou international, et qui pourtant sont très importantes. Il n'y a pas d'ordre dans ce que je vais dire, mais il y a un déterminant qui est celui de personnes. Nous nous déplaçons beaucoup, mais nous avons aujourd'hui des modes de mobilité qui ne sont pas suffisamment actifs, ne sont pas dans des environnements suffisamment sains, notamment en ville. Et cette dimension, elle est fondamentale parce qu'elle touche énormément les gens. Le deuxième déterminant, c'est évidemment le changement d'énergie. Celui-là, on en parle beaucoup plus. Il est essentiel. On dépend essentiellement d'énergie fossile, vous le savez. Mais on ne va pas tomber dans une alternative unique aux énergies fossiles. Nous allons devoir composer avec un cocktail de solutions. Et ça, c'est une évolution majeure que ni le monde politique, ni le monde industriel n'est vraiment très à l'aise avec. Hein. Bien sûr, parce que c'est nouveau. Tout ça est nouveau encore. Ça reste encore nouveau, ça fait des années qu'on le dit, mais on reste toujours sur cette idée de quelle est la solution qui va s'imposer. Or, il faut se dire qu'il n'y a pas de solution qui va s'imposer. On va être obligé, et c'est une très bonne chose, de travailler sur une relative multiplicité de solutions, là encore très largement pilotées par des considérations locales. Alors juste, vous parlez, excusez-moi, vous parlez de considérations locales. Je voudrais qu'on parle de l'Auvergne et de Clermont-Ferrand. Précisément pour essayer de camper un peu le décor local. Hein. En Auvergne, il semblerait que le train soit plutôt en régression qu'en progression. Je parle du schéma d'équipement en train. Il n'y a pas d'aérien de proximité non plus, par exemple. Hein. Pas d'aérien des dimensions qu'il nous faut développer. Mais je reviens sur, par exemple, l'énergie. Un territoire comme le territoire auvergnat peut très facilement se doter des trois sources fondamentales de demain, c'est-à-dire de l'électricité propre, hein, c'est de l'hydrogène, c'est du biocarburant et notamment du biogaz. La qualité de la biomasse, la qualité d'exposition solaire, etc., vont permettre de travailler là-dessus. C'est absolument essentiel. Donc, on a au niveau territorial des actions. D'autres territoires pourraient être amenés à développer un mix un tout petit peu. Il est fondamental que sur un territoire comme celui d'Auvergne, on développe cette notion d'équité. Je me suis rendu compte pendant les assises de la mobilité qu'il n'y avait plus d'équité au niveau de la mobilité, malgré les efforts qui ont été faits par un certain nombre de gens. Bien évidemment, aujourd'hui, en ville, on dispose d'un panel d'options qui n'est pas celui que l'on trouve dans les territoires ruraux. Et on a besoin de recomposer. Et à ce niveau-là, à la fois l'aspect numérique et l'aspect de l'intermodalité peuvent nous aider à créer ces innovations. À travailler, comme vous le disiez, par exemple, sur de l'aérien de proximité avec de l'hydrogène. Dans un certain nombre de lignes, on peut mettre bien d'autres choses que des trains sur des lignes de chemin de fer, bien d'autres choses aujourd'hui, notamment avec les technologies, je dirais, de pilotage automatique, c'est assez facile. Il faut donc que ces grands déterminants nous les ayons. Il faut que nous pensions à cette idée qu'il y a une évolution fiscale qui est absolument essentielle à introduire dans le paysage, sans lequel nous ne transformons pas. Là-dessus. Pourquoi j'insiste, c'est parce que nous ne le faisons pas. Et au moment, et même dans la LOM, qui est une loi très intéressante par certains côtés, il n'y a pas de référence majeure à ça. Et si je prends l'exemple de la Suède, par exemple, ils ont très intelligemment mis comme préalable à tout élément de transformation la transformation de leur système fiscal. D'accord. Et ils se donnent les moyens de le faire. Si nous n'allons pas sur ces voies-là, nous n'aurons pas d'occasion de changer massivement la manière dont les gens se travaillent. Il y a une question de développement économique. Hein, j'insiste beaucoup là-dessus. Moi, je travaille avec la Chine et ce que j'ai observé, c'est cette mutation au niveau de la Chine
qui fait qu'il est bien évident qu'aujourd'hui, à la fois dans le bus, ils ont complètement fait leur transition électrique, que nous sommes en retard et qu'il faut absolument que nous rattrapions cela parce que sinon notre propre modèle économique va être très affecté. Donc il y a un rattrapage, je parle bien de rattrapage, qui va opérer très rapidement pour effectivement avancer. Et puis, c'est l'objet effectivement de cette soirée, puisqu'on est à l'école de commerce, on a un aspect majeur d'éducation et de refocalisation de l'éducation et de la recherche sur ces thématiques dites sociétales, dans le vocabulaire actuel, mais qui sont tout simplement au cœur de la vie. L'alimentaire, c'est une orientation, la mobilité, c'est une alimentation. Et ce qu'on va chercher à faire derrière Ambibob, avec UCA, avec UC2A, les écoles associées, c'est recréer finalement cette transversalité de façon à ce que les domaines comme la mobilité bénéficient d'un apport juridique, d'un apport scientifique, d'un apport de sciences comportementales. Cette mutation-là, vous me posez la question sur les déterminants, c'est essentiel que nous l'ayons. Ce n'est pas par 3 coups de politique publique que l'on va changer cela. Il est essentiel que nous ayons cette vision, je dirais, quels sont, vous m'avez posé la question, les déterminants de la transformation, ils sont là. Et vous avez touché un point majeur qui sera dans le cadre des discussions de ce soir, c'est l'implication majeure des citoyens dans ce domaine. Et n'oublions pas, j'y reviendrai, la France a été en avance jusque dans les années 2005 sur un grand nombre d'innovations en termes de mobilité. Aujourd'hui, la dynamique, depuis une quinzaine d'années, s'est affaiblie et nous sommes globalement dans des situations de retard. Et donc, il est essentiel, mais essentiel, que la société civile se mobilise effectivement sur ces questions, qu'elles soient de pollution, qu'elles soient de transformation, de diversification énergétique. Et je crois que ce message-là, il est absolument essentiel. Il n'est pas encore suffisamment partagé au niveau national pour que nous avancions vite. Très bien. Alors, pour être, je vais vous donner 2 éléments pour vous relancer, et puis vous y répondrez de manière synthétique, Patrick. Le premier, c'est que, et ça va parler à tout le monde, parce qu'on a tous entendu en fin d'année 2019 que la France a été condamnée par la Cour de justice de l'Union européenne, la CJUE, donc pour avoir dépassé de manière systématique et persistante la valeur limite annuelle fixée pour le dioxyde d'azote, donc le fameux NO2, qui est un des principaux polluants rejetés par les transports terrestres à moteur thermique en particulier. La France a été condamnée. Et la France a d'ailleurs dénoncé 12 agglomérations, entre guillemets, comme étant en dépassement caractérisé. Et Clermont-Ferrand, alors, faisait partie juste de celles qui dépassaient ce seuil. Donc, c'est très concret, Patrick, c'est qu'aujourd'hui, on fait partie, je crois, avec la Bulgarie et la Pologne, des 3 pays qui ont été montrés du doigt. Alors, on n'a pas encore eu les amendes à payer, on a été menacé de payer des amendes, mais quand même, il faut changer là. C'est ça la transition énergétique et le changement des mobilités. Tout à fait. C'est tout ce que vous mentionnez est tout à fait vrai. Et ça montre quoi? Ça montre 2 choses, à mon avis. L'arrêté de la Cour européenne de justice dit que depuis, l'État n'a pas fait ce qu'il aurait fallu qu'il fasse pour. Bon, ça c'est une chose. Oui. Mais il est bien évident que dans le discours politique que l'on a aujourd'hui, on voit bien que cette notion de pollution urbaine n'est pas une priorité. Elle n'est pas traitée comme une priorité. Et je rebondis en disant, si elle n'est pas traitée comme une priorité, ce n'est pas que la faute du gouvernement, c'est aussi parce que finalement la population a vis-à-vis de ces questions-là une attitude assez passive. Parce que finalement, on devrait réagir. On devrait réagir. Et les Français, globalement, ne réagissent pas. Donc, je crois qu'il y a toujours effectivement, et c'est la difficulté des élus, c'est comment attaquer des priorités quand elles ne sont pas relayées par des demandes véritablement citoyennes, parce que on s'émeut régulièrement des problèmes d'asthme chez les jeunes enfants, on s'émeut de beaucoup de choses. Sûr. S'émouvoir. Voilà. Et c'est ça qui est terrible. Et lorsque vous avez évoqué les 12 villes qui ont été pointées du doigt par Bruxelles, c'est très intéressant parce que j'avais milité dans le cadre de la LOM pour que toutes les villes de France de plus de 50 000 habitants se dotent d'une ZFE, une zone faible émission. Pourquoi? Parce que, ce n'est pas que ce soit original, il y a 500 villes dans le monde qui ont fait ça et il y a des cas assez remarquables.
Et en France, nous n'avons que 3 pseudo-exemples de ZFE, véritables, avec des passifs critères, des choses comme ça, qui ne traitent pas le problème de la ZFE, qui sont là pour des zones de crise, qui ne traitent pas le problème. Et Mme Borne m'avait donc invité, lorsque ces 12 villes, et notamment Clermont était là, m'avait invité pour faire un petit peu la démonstration de ce que ces ZFE peuvent apporter. Il n'y a toujours pas d'écho en France. C'est-à-dire que la LOM, dans laquelle j'avais milité, ne fait que mentionner le fait que pour les villes qui dépassent, il est intéressant de s'intéresser à ces questions de ZFE. Or, oui, si vous voulez, si l'on veut avancer, si l'on veut que la transformation des mobiliers bénéficie à l'ensemble des citoyens, et que surtout elle bénéficie aussi à notre développement économique, il faut que le marché s'ouvre. Et ça n'est pas en restreignant, en définitive, cet effort de modernisation à quelques villes que vous allez créer les conditions tant d'une véritable avancée au niveau sanitaire ou autre en France, et vous n'allez pas du tout créer les conditions pour que le monde industriel avance. Donc s'il n'y a pas cet effort, je dirais, collectif, volontariste, pour aller dans ces dimensions, on ne peut pas en rester à ces dimensions où, voilà, si on dépasse, alors on va faire une ZFE, le gouvernement va nous le demander, si on est un peu en dessous, on relâche l'effort. Non. Notre succès collectif va passer par la volonté en poste. L'Italie, même l'Italie, est bien en avance par rapport à nous. Si on parlait évidemment de tous les pays nordiques, je rappelle que Copenhague sera 0 émission en 2025. Voilà, 0 émission sur tout le périmètre de la ville, effectivement. Voilà. On va être en 2030 complètement décarbonée. Voilà, Merci. C'est déterminant pour transformer les choses. Merci Patrick pour et ce tour d'horizon des déterminants et puis cette hauteur de vue, effectivement. Je vais céder la parole à François Rage. François Rage, bonsoir. À nouveau, bonsoir. Vous êtes président du SMTC, premier vice-président de la métropole, donc en charge de la mobilité durable, et vous êtes maire de Cournon, donc cette commune qui est à l'est ou voire au sud-est de l'agglomération. On va être très concret avec vous ce soir. Quels sont les projets de la métropole en matière de mobilité ? Alors, les projets de la métropole en matière de mobilité, il faut déjà bien comprendre que c'est les projets prioritaires de la métropole pour le mandat à venir. C'est tel que ça a été décrit par le président déjà depuis quelques années. Et il y a eu un travail important de concertation avec les élus qui a été mené. En fait, en parlant de projets de mobilité, on traite plus que de la mobilité. On traite de projets urbains, on traite de projets liés au développement durable, on traite de projets sociaux aussi, puisqu'on va imaginer la mobilité des gens. Et donc, c'est un vrai projet métropolitain qui apparaît à travers un projet de mobilité important qui s'appelle aujourd'hui Réseau 2025, qui trouvera son nom assez rapidement là, courant décembre, et donc qui est la réorganisation du réseau de transport public, mais avec une finalité première qui est un nouvel partage de l'espace public. Je crois que c'est ça la philosophie, c'est partager l'espace public de façon différente, et l'espace public, il est géré par les élus, au bénéfice des citoyens, et donc ça va prendre plusieurs formes. Une des premières formes dont s'occupe d'ailleurs Flavien Neuvy, ici présent, c'est un nouveau schéma cyclable, enfin un schéma cyclable à mettre en place, je pense qu'il en parlera. Oui. Et moi, je suis plutôt sur la partie réseau de transport en commun. Donc, 1er janvier 2026, on appuie sur un bouton et le réseau aura été complètement reconstitué, restructuré, en proposant à chaque citoyen de notre métropole un outil de mobilité qui l'amène à moins d'une demi-heure de l'ensemble des services dont il peut bénéficier. Un réseau qui va s'articuler autour de 3 lignes fortes et donc des projets conséquents. On a une ligne de tramway à Clermont, une ligne particulière puisque c'est une ligne de tramway sur pneus, et on va y adosser donc 2 lignes, ce qu'on appelle de BHNS, c'est des bus au niveau de service. C'est des bus avec une priorité au carrefour, des bus avec un site réservé, et des bus sur lesquels il y a une information voyageur un peu développée, beaucoup développée. Donc 2 lignes au niveau de service qui vont se rajouter à cette ligne de tramway. Et autour de ces 3 lignes, on va articuler le reste du réseau. Donc des coûts conséquents et un projet qui va à la fois associer les citoyens, puisqu'on organise un réseau à destination pour qu'ils trouvent du sens auprès des citoyens, et puis un réseau qui va transformer la ville, puisqu'on va aménager de façade à façade, on va réaménager les voiries, on va réaménager les façades, on va réaménager des lieux de projet, des places, etc. Donc c'est un projet de mobilité qui va très largement au-delà de la simple mobilité.
Alors, c'est un projet vaste, effectivement, et qui nécessite un gros budget. Je crois qu'on parle de plus de 200 millions d'euros, hein. Est-ce que pensez-vous que l'État sera au rendez-vous? Est-ce que les financements d'État seront là pour soutenir la réalisation de ce projet? François Rage. J'espère que l'État sera bien là. Il y a un 4e appel à projet qui va sortir ces jours-ci, avec une réponse pour février et puis des éléments de l'État sur la fin du premier semestre 2021. Je crois que l'État met 550 millions d'euros dans ce 4e appel à projet, uniquement sur les BHNS, parce que la partie métro, pour les autres réseaux, ceux qui ont un métro, c'est encore d'autres sommes. Donc, il y a un affichage, en tout cas, important de l'État par rapport à ça, mais un affichage que je considère logique et cohérent par rapport au discours qu'a pu nous faire M. Oliva aujourd'hui, où on s'aperçoit qu'à travers ces sommes-là, c'est aussi des sommes qui sont consacrées à des problématiques de santé, etc. Donc, j'espère que l'État sera bien là. On fera tout pour être dans les projets qui seront choisis et il est de la responsabilité de l'État, mais aussi de la région, aussi du département, d'accompagner une métropole sur ce type de projet. Et on est effectivement aujourd'hui à 240 millions d'euros. Est-ce que la métropole a subi la condamnation par l'Union européenne et la désignation de 12 villes dont Clermont fait partie? Est-ce que Clermont l'a vécu comme un électrochoc et est-ce que c'est le détonateur de ce projet? Alors, on ne peut pas dire que c'était un détonateur. Les élus étaient déjà investis dans ces questions-là et la métropole, elle était volontariste. Par contre, on a fait partie des 12 métropoles. On était la dernière, je crois, la dernière ou l'avant-dernière. Et donc, c'est une raison supplémentaire. Ça a conforté notre raisonnement, nos projets politiques pour dire, voilà, il y a une véritable problématique dont il faut qu'on s'empare et on peut s'en emparer à travers un projet de mobilité qui, en plus, donne du sens au territoire puisque ça relie les gens. Il y a un sentiment d'appartenance à une métropole qui est une structure un peu nébuleuse pour le citoyen. Et donc, voilà, c'est vraiment multisens, un projet comme celui-ci. Comment allez-vous consulter les citoyens précisément dans ce projet? Alors, ça va démarrer assez rapidement puisqu'on a une période de concertation dès le 11 janvier, concertation classique avec des réunions, puis on verra en fonction de la crise sanitaire comment ça peut se passer. Mais il faut savoir que si on en est là aujourd'hui, c'est parce que depuis déjà 5-6 ans, on a eu des concertations nombreuses avec les citoyens. On a même, par exemple, tiré au sort des gens sur les listes électorales. On a eu 300 personnes sur des réunions, des gens qui ne se seraient jamais déplacés, et qui, parce qu'ils ont été tirés au sort et ont reçu un courrier de leur venue. Et on a eu une phase aussi d'élaboration du PDU, le plan de déplacement urbain, dans lequel, là aussi, il y a une enquête publique et une nécessité vraiment de concerter. On a notamment concerté sur les parts modales. Vous savez qu'on a la part modale de la voiture, du vélo, et on se fixe des objectifs. Donc, tout ça a été présenté. Ça fait déjà donc 5 ans qu'on est en vrai travail de concertation, d'information, d'échange. Et on va continuer de façon obligatoire et nécessaire, puisque vous savez qu'un projet comme ça, pendant 3 ans, ça va faire des travaux considérables dans la ville, aussi dans les autres villes. Et si le niveau d'acceptabilité de la population n'est pas suffisant, on va avoir des obstacles et des oppositions féroces à ce type de chantier. Alors, la dernière question, c'est pour le maire de Cournon. Donc, vous êtes également maire de Cournon. Justement, ça, c'est une vraie problématique, l'acceptabilité des citoyens. Chacun est chez son automobile, en quelque sorte, hein. Donc, c'est difficile de développer ce qu'on appelle le report modal, de développer les mobilités douces. En tant qu'élu local, comment faites-vous? Comment vous inscrivez-vous dans ce schéma? Alors, je vais m'appuyer sur la dynamique métropolitaine. On sait que ça passe, c'est un peu terrible à dire, mais ça passe par des aspects contraignants. Aujourd'hui, c'est sûrement un des sujets d'ailleurs de la conférence. Si on veut modifier les habitudes, si on veut modifier les comportements de nos citoyens, il y a un moment, un passage par une contrainte sur la difficulté supplémentaire à pouvoir utiliser sa voiture. Mais ça ne suffit pas si en parallèle, on ne met pas, par exemple, un réseau restructuré de transport en commun, mais aussi des pistes cyclables, mais aussi d'autres moyens pour pouvoir, de la voiture partagée, etc., pour pouvoir se déplacer. Donc, c'est à la fois cet équilibre entre des nouvelles contraintes, des opportunités, des autres possibilités qu'on peut proposer, et puis donner du sens à tout ça en éclairant par des questions de santé, de social, d'urbanisme. Voilà. Donc, c'est à ça que je vais m'atteler et faire
c'est le boulot d'un élu de faire partager à ses citoyens, parce qu'il a été élu pour ça, de faire partager à ses citoyens le sens qu'il donne à son action et le fait que, en fait, c'est pour eux que c'est construit et c'est pas pour moi qu'on va construire un bêche. C'est pas contre eux, effectivement, mais c'est pour eux et avec eux. Merci François Rage. Je cède la parole à Flavien Neuvy, autre élu, effectivement, maire de Sébaza. Flavien, votre commune, donc Sébaza, totalise 9000 habitants, située au nord de l'agglomération. Bus, tramway, covoiturage, taxi sont chez vous des moyens de déplacement. Mais surtout, quelle est votre ambition, Flavien, en termes de mobilité aujourd'hui? Alors, bonsoir à tous. Mon ambition en tant que maire, en fait, c'est une ambition qui est partagée. François Rage vient de le dire. En fait, tout ce qui touche à la mobilité au sein de Clermont-Auvergne Métropole, c'est une compétence qui est métropolitaine, qui est gérée donc par l'ensemble des 21 communes, parce que chaque ville dans son coin ne peut pas avoir comment dire, des décisions cohérentes, structurantes, parce que les gens qui habitent à Sébaza, ils vont travailler à Clermont-Ferrand, ils vont travailler à Cournon, et que la mobilité, en fait, elle concerne un bassin de vie, en quelque sorte. Elle ne s'arrête pas aux frontières d'une commune. Donc oui, sur Sébaza, la mobilité, elle s'articule autour des lignes de bus qui existent, autour des pistes cyclables que l'on doit déployer sur la métropole au cours du prochain mandat, enfin du mandat qui débute maintenant, avec des ambitions assez fortes, justement pour accélérer le déploiement du schéma qui a été voté et qui maintenant doit être déployé. Et puis, au quotidien, j'ai envie de dire, c'est d'essayer de faire en sorte que les gens qui ont besoin de se déplacer, alors bien sûr, ça concerne toutes les catégories de population, les plus jeunes quand ils doivent aller sur leur lieu d'études, que ce soit les universités ou autres, mais aussi les personnes âgées, parce que la mobilité sur les personnes plus âgées, ça concerne tout ce qui va toucher au maintien à domicile, tout simplement. Donc, ce sont des enjeux qui sont bien plus larges que le simple fait de se déplacer, en fait, en réalité. Et c'est pour ça que ce sont des décisions qui qui prennent du temps à être prises et qui s'inscrivent dans la durée, parce qu'on ne peut pas changer tout du jour au lendemain. Mais voilà, pour répondre à la question, oui, il y a des enjeux majeurs, parce qu'au-delà des habitants à Sébaza, on a aussi la zone de la Doue, qui est une zone d'activité très importante, plusieurs milliers de salariés à son centre de recherche. Donc là aussi, il faut pouvoir répondre aux besoins de mobilité de toutes les personnes qui viennent travailler tous les jours sur Sébaza. Alors, une question au vice-président de Clermont-Auvergne Métropole, puisque vous êtes en charge du déploiement du schéma cyclable et des mobilités innovantes. Je crois que vous avez un schéma global et un délai ainsi qu'un budget. Vous avez 10 ans et 30 millions d'euros pour effectivement mettre en œuvre un schéma cyclable cohérent. Comment faire et allez-vous pouvoir accélérer ce rythme qui est quand même sur le temps long? Oui, alors le schéma a été voté au cours du précédent mandat, donc c'est un schéma qui existe, qui a été partagé avec la population, qui a été travaillé par les services, les élus. Donc on l'a le schéma. Maintenant, le projet initial prévoyait effectivement le déploiement de toutes ces pistes cyclables sur 10 ans avec un budget de 30 millions d'euros, c'est-à-dire en gros 3 millions d'euros par an. L'objectif politique qu'on s'est voté collectivement, c'est-à-dire les maires de la métropole, et évidemment le président de la métropole, c'est d'aller plus vite pour le déploiement, parce que Clermont-Ferrand, Clermont-Auvergne Métropole, si vous voulez, quand on se compare à d'autres métropoles, on voit bien qu'on n'est pas réellement en avance sur les pistes cyclables. On pourrait même dire, sans prendre de risque, qu'on a pris du retard en réalité. Et donc on veut essayer de rattraper une partie de ce retard. Ce ne sera pas facile. Ça nécessite donc du coup des moyens financiers supplémentaires. En gros, au lieu de mettre 3 millions d'euros par an, il va falloir mettre 4,5 millions à peu près, dans un contexte financier qui est incertain, parce que la crise sanitaire va évidemment impacter les budgets des collectivités territoriales, parce que la crise économique, elle a un impact évidemment sur les finances locales. Et donc, on est dans ce contexte-là, mais c'est un objectif politique important, parce que dans le cadre du plan de déplacement urbain dont a parlé François Rage tout à l'heure, notre volonté de faire bouger les parts modales, ça se traduit par une volonté d'augmenter la part du vélo. Et on a vu qu'avec la crise sanitaire, je ne vais pas dire que le vélo était le grand gagnant de cette crise, parce que je ne sais pas s'il y a un gagnant de cette crise. Mais en tout cas, il y a beaucoup de gens qui se sont dit, tiens, c'est peut-être le moment de passer au vélo électrique ou vélo pas électrique. Mais du coup, on doit accompagner ce mouvement, et c'est pour ça qu'il y a eu des pistes cyclables transitoires qui ont été faites. Donc cet objectif, c'est un objectif politique très important, très difficile à mettre en œuvre, parce que déployer des pistes cyclables, c'est tout sauf facile. Mais à un moment donné, effectivement, quand on se fixe un cap, il faut s'y tenir, et il faut respecter les engagements qu'on a pris.
Est-ce que c'est difficile de changer les mentalités justement sur la coexistence entre la sacro-sainte voiture et les mobilités douces? Oui, oui, c'est très dur. Honnêtement, c'est très dur. C'est très dur parce que, si vous voulez, sur le papier, si on dit est-ce que vous êtes pour qu'il y ait plus de pistes cyclables, peut-être Tout le poser monde une répond question comme oui. ça, tout le monde vous dit oui. Tout le monde dit oui. Mais après, une fois qu'on dit il faut partager l'espace public, du coup, il faut faire moins de place pour la voiture, moins de place de stationnement, des rues plus étroites, etc. Là, tout de suite, ça devient compliqué parce qu'il y a des commerçants qui s'inquiètent en disant mais attendez, si vous supprimez mes places de stationnement, où vont se garer mes clients? Moi, je suis en difficulté, je ne veux pas que vous supprimiez des places. Moi, par exemple, à Sébaza, c'est un témoignage qui est vraiment très, très récent. Il se trouve que sur une avenue de Sébaza, qui est prévue d'ailleurs dans le schéma cyclable, j'ai fait une piste cyclable transitoire, c'est-à-dire qu'on a mis des quilles, des J11, ce qu'on appelle des J11, pour sécuriser un peu la piste cyclable, faire en sorte que les cyclistes se sentent un petit peu plus protégés. Donc, on a réduit l'espace de voirie et on a protégé ces deux pistes cyclables. En réalité, les réactions que j'ai eues sur les réseaux sociaux, j'ai dû avoir une quarantaine de réactions très négatives et puis 2 messages de félicitations. Parce qu'aujourd'hui, la part modale du vélo est très faible, c'est 2% des déplacements, 2 à 3% des déplacements. Donc les cyclistes sont très contents, mais tous ceux qui ne sont pas cyclistes, ils ne sont pas contents. Et ils font savoir en disant mais attendez, monsieur le maire, qu'est-ce que vous faites? Vous avez mis des quilles, c'est dangereux, il n'y a jamais de cyclistes, on n'en voit aucun, c'est n'importe quoi, vous dépensez de l'argent. Il y en a même un qui m'a dit avec toutes ces quilles, on se demande qu'est-ce qui les fabrique, où va l'argent de l'achat de toutes ces quilles. Enfin voilà où est-ce qu'on en est. Donc pour répondre à votre question, oui, c'est compliqué. Dès lors qu'on veut changer les habitudes, forcément, ça suscite des réactions et en général, ce n'est pas ceux qui sont très contents qui se font le plus entendre. Très bien, ça nous amène justement à notre deuxième thème. On reste avec vous, Flavien, la place des citoyens dans tout cela, et on fera réagir nos intervenants, bien entendu, en vous entendant. Vous êtes également, Flavien, un observateur avisé des mutations de la filière automobile. Je vois que Patrick Oliva souhaite réagir. Je vous donnerai la parole juste après, Patrick. Vous êtes responsable, Flavien, de l'Observatoire CTLM de l'automobile, et cet observatoire édite chaque année une enquête qui fait référence d'ailleurs dans le monde des transports et dans le monde de l'automobile. Son édition 2020 est intitulée La fracture automobile. Alors, pourquoi une fracture, comme il peut y en avoir aux États-Unis pour d'autres questions, mais chez nous au sujet de l'automobile? En fait, la voiture, si vous voulez, c'est un sujet, c'est assez passionnel. D'abord, il faut quand même rappeler que l'industrie auto, et c'est pas à Clermont-Ferrand qu'on le découvre, l'industrie auto, en termes de poids économique, c'est tout à fait considérable. La filière automobile, que ce soit les constructeurs, les équipementiers de premier, de deuxième, de troisième rang, les concessionnaires, ça fait travailler énormément de monde. On a 2 constructeurs de taille mondiale. Il y a peu de pays qui peuvent en dire autant. On a évidemment un équipementier pneumatique leader qui fait travailler beaucoup de monde. Et donc, c'est un écosystème qui est très fragile, mais qui est au cœur des débats publics parce que, bien sûr, qu'il y a la question de l'environnement, bien sûr qu'il y a la question de la transition vers une mobilité qui est moins polluante, mais on voit bien que ce sont des sujets souvent de crispation. Les automobilistes, eux, quand on les interroge sur la relation qu'ils ont avec leur voiture, en fait, on voit qu'il y a une qui est majeure, une fracture qui est profonde, et que d'ailleurs, d'une certaine manière, même si je suis prudent dans mes propos, la crise des Gilets jaunes l'a assez bien illustré au fond. C'est-à-dire qu'il y a une France pour qui la voiture est un allié et absolument nécessaire pour aller travailler, ne serait-ce que ça, pour se déplacer. La France rurale, périurbaine, qui n'a pas de ligne de bus ou de ligne de tramway et encore moins de ligne de métro et pas de Vélib ou de ces vélos à proximité, qui dit mais sans ma voiture, je ne peux rien faire. Et quand les prix du carburant s'envolent parce qu'on met une taxe carbone dont on change la trajectoire, qui rend les prix du carburant socialement et économiquement difficilement soutenables, ça claque au bout d'un moment. Voilà, cette France-là, elle aime sa voiture, elle en a besoin. Et puis il y a une autre France, France beaucoup plus urbaine, qui ne comprend pas qu'on puisse aimer sa voiture, qui ne comprend pas qu'on ait besoin de sa voiture. Je caricature un peu mes propos, mais dans celui qui se déplace à vélo toute la journée voit la voiture comme un ennemi dont il faut se débarrasser à tout prix.
parce que c'est une voiture qui pollue, c'est une voiture qui est dangereuse pour les cyclistes. Et donc, on a un affrontement, et c'est ce que montrait notre étude, que vous pouvez retrouver, d'ailleurs, elle est tout à fait librement téléchargeable sur le site de l'Observatoire CTLM. Donc, cette fracture-là, on la voit sur plein de questions qu'on a posées. Je vous en donne juste une pour bien comprendre l'ampleur de la fracture. On a posé une question toute simple. Pourriez-vous imaginer ne jamais posséder de voiture de toute votre vie ou ne plus en posséder ? Quand vous regardez les réponses apportées en zone rurale, vous avez moins d'un tiers des Français qui vous disent oui, c'est envisageable. Et dans les villes de plus de 100 000 habitants, en plus, on a mis 100 000 habitants, on n'a pas mis 300, 400, 500 000. Dans les métropoles de plus de 100 000 habitants, vous en avez pratiquement 60% qui disent oui. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on ne parle pas de la même chose et que cette fracture-là, eh ben, elle génère chez les automobilistes qui ont besoin de leur voiture beaucoup d'agacement même, on pourrait dire, à chaque fois qu'elle est stigmatisée. Parce qu'ils disent, nous, on en a marre, on a besoin de notre voiture, elle nous permet de vivre, elle nous permet de travailler, elle nous permet d'aller faire les courses, donc il y en a marre. Voilà. Alors, tout ça, évidemment, une fois qu'on a dit ça, évidemment, il faut essayer d'améliorer les choses. Je pense que les choses, quand même, globalement, bougent, même si c'est peut-être pas assez rapide. Mais on voit bien que les élus locaux, on voit bien que les constructeurs aussi font beaucoup d'efforts pour réduire la pollution. Je rappelle quand même que quand on regarde l'évolution des pollutions moyennes émises par les automobiles, même avec le Dieselgate, on voit que les constructeurs ont fait beaucoup d'efforts pour dépolluer leurs voitures, que la qualité de l'air dans les villes, elle s'améliore quand même globalement, même si, encore une fois, c'est un sujet de santé publique et il faut continuer à travailler. Mais voilà, c'est une fracture française qui est très forte et qu'on ne retrouve pas, puisque notre étude est mondiale, qu'on ne retrouve pas dans tous les pays. Vous parlez de ça aux États-Unis, il n'y a pas de fracture aux États-Unis. Tout le monde aime son 4x4. Et qu'on soit républicain ou démocrate, je peux vous assurer que la voiture, c'est un sujet assez consensuel. Et donc, voilà, c'est une fracture française, mais qui s'ajoute à d'autres fractures. On importe même le concept de SUV des États-Unis jusque chez nous et il rencontre un très grand succès, effectivement. Merci Flavien pour ce portrait des automobilistes qui sont effectivement pluriels et pas tous égaux face au transport en commun non plus, il faut le rappeler. Patrick Oliva, on vous laisse maintenant faire une synthèse de ce qu'on vient de dire entre les élus d'un côté et les automobilistes de l'autre, enfin en tout cas les usagers de l'autre. Je vais peut-être, juste avant de faire la synthèse, peut-être essayer de rebondir sur ce qu'a dit Flavien Deville, et je partage totalement les termes qu'il a utilisés. La LOM et la partie cyclable. Vous savez que la LOM prévoit un triplement de la part modale en France, pour passer de 3 à 9. Voilà. Globalement, ce sont les... De 3 à 9%. C'est très très faible. C'est-à-dire que 9, c'est encore beaucoup plus faible que la moyenne de ce que l'on trouve dans la plupart des pays européens aujourd'hui, y compris des pays comme la Bulgarie. Évidemment, ce problème se pose, parce que Flavien l'a dit très justement. C'est pas toujours facile de faire du cyclable pur, parce qu'il faut, là, les villes ne sont pas toujours aménagées, etc. Et donc, pendant les assises et ça rejoint l'autre notion abordée par Flavien, qui est cette fracture. Comment essayer de réconcilier, comment essayer d'apaiser finalement. Il nous faut plus de vélos dans les villes, parce qu'il faut que les gens aient plus d'activités, bien sûr, mais il faut qu'ils soient en sécurité. Qui ont été testés dans plusieurs pays, etc., il y a bien évidemment le passage à ce qu'on appelle une vitesse de mixité du trafic, c'est-à-dire descendant en dessous de 30 km, c'est un sujet au niveau européen, dans les villes, je dis bien, et peut-être sur un parcours. On peut rentrer dans des circonstances où une certaine mixité de trafic en sécurité, moins que si effectivement les choses sont séparées, est quand même envisageable. Là, on a des solutions qui ne sont pas chères du tout. Pas chères du tout. Et je pense que lorsque ça a été évoqué avec beaucoup d'élus et d'acteurs dans les assises de la mobilité, tout le monde reconnaissait que c'était finalement certainement une solution de bon sens, y compris pour réduire les accidents en ville, etc. Mais il reste cette difficulté pour un grand nombre de maires, et elle est réelle, et je me mets à leur place, ce n'est pas forcément facile, de la grogne que cela générait. Oui, tout à fait. Je pense qu'à un moment donné, il faut quand même être réaliste et se dire, il est devenu irresponsable actuel, de penser qu'on puisse faire l'économie de telles mesures. Donc certains pays l'ont fait, de villes l'ont fait, on voit bien que ça a de multiples avantages, ça ne traite pas tout, mais ça fait partie de ces solutions qui ne sont pas plus que ça et qui méritent d'être testées. J'insiste là encore parce que ça fait partie de la panoplie qui est apportée aux élus de la LOM.
C'est que… Patrick, je vous interromps. Excusez-moi, je vous interromps. Est-ce que vous pouvez donner un exemple concret de ces solutions à mettre en œuvre qui ne coûteraient pas cher? Justement, vous changez tous les panneaux de ville, vous passez à 30 et vous décrétez qu'il y a une mixité de trafic entre vélos, voilà, deux roues motorisées et voitures. Vous faites la même chose avec les camions qui évidemment doivent subir ça, c'est évident, ou avoir des… Et vous mettez un certain nombre de mesures de surveillance parce que ça demande effectivement au départ, c'est une rupture, il y aura de la grogne, mais au final, ceux qui l'ont fait ont pas les multiples bénéfices. Donc comme très souvent en France, vous parliez, là je fais un petit peu la salade de tout ça, imaginons bien que sur le piétonnier, le cyclable, nous sommes globalement en retard. C'est la première chose à faire si l'on veut dépolluer nos villes. Il est évident qu'en dehors des villes, le problème des voitures ne se pose pas. Il y a bien sûr celui des émissions à gaz à effet de serre, il faut le traiter par les questions de nouvelles motorisations. En ville, il y a moyen de réconcilier. On ne peut pas, pendant des années, dire qu'il y a une fracture en ville. On doit… Et on ne peut pas non plus avoir des solutions simplistes du style on chasse les voitures et tout le monde en transport public. La moindre pandémie, la moindre grosse épidémie de grippe, vous voyez comme moi que les gens désertent les transports communs. Donc, on intègre un petit peu ces éléments-là. Je suis par exemple, moi, extrêmement inquiet de voir que ce soit du côté aérien, que ce soit du côté du train, que ce soit du côté de la RATP, on attend sans véritablement se reposer la question de la conception même des trains, des avions, pour éviter une certaine mixité ou promiscuité trop importante, pour revoir des éléments de prophylaxie qui sont quand même déficients aujourd'hui. C'est un petit peu comme ça qu'il faut prendre, en se disant, attention, on ne reviendra pas au statu quo. Ça me paraît absolument exclu. Et justement, cette Covid a ce mérite de montrer qu'il est vraiment indispensable de changer. Et je crois que ce qui est fondamental, c'est qu'on prenne exemple. Voilà, comment réconcilier ce qui se fait aujourd'hui par l'État et ce qui est fait dans les meilleurs pays. Il faut qu'on regarde ce qui se fait autour de tous les pays autour de nous, mais pas forcément, parce qu'on regarde que l'Allemagne, qui n'est pas forcément le meilleur pays. Mais tous les pays, la Suisse, l'Italie, l'Espagne actuellement, le Portugal qui avance, enfin, les pays nordiques, la Hollande qui nous montre l'exemple avec la Suède et le Danemark, regardons ce qu'ils font, appliquons-le. Ils n'ont pas plus de moyens que nous, ils n'ont pas forcément un arsenal juridique tellement plus important, mais ils ont collectivement décidé qu'ils seraient en avance, à la fois sur les questions sanitaires, les questions de développement économique. Tous les partenaires européens que j'ai avec moi, ils ont une obsession, faire que ce que l'on fait dans le pays soit exporté et donc serve au développement économique. Cette conjonction entre un succès sanitaire, un bien-être amélioré des personnes et un succès économique, ce triptyque-là, nous ne l'avons pas encore en France complètement développé. Et je crois que c'est un des éléments de la sortie par le haut de la situation dans laquelle on est. Hein, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de mal à investir. Tout à fait. Patrick, je vais vous interrompre dans vos propos. Je vous interromps dans vos propos. C'est pas très facile d'ailleurs d'avoir un échange parce que les micros, je dis ça pour nos internautes, pour nos spectateurs internautes, lorsqu'on prend la parole, ça coupe le micro de l'interlocuteur et on a du mal à créer une interactivité. J'ai une réaction d'un internaute. Merci tout d'abord à Olivier Turc de chez NJ Solutions de votre réaction. Je vous cite, pour développer le vélo, il faut sécuriser des itinéraires et donc créer des voies vélo dédiées. Mais on sait aussi qu'il faut sécuriser les lieux de stationnement. Qu'imaginez-vous en matière de stationnement sécurisé avec accessoirement des services associés comme la recharge pour les véhicules électriques? Peut-être une réaction, Patrick Oliva, à cette question et cette réaction de bon sens. Mais oui, il y a dans cette réaction différents éléments de bon sens et qui chacun effectivement mérite d'être pris en compte. Vous l'avez évoqué, c'est vrai que chaque fois qu'on peut, et tous les pays qui ont développé les choses tôt ont pu des pistes cyclables sécurisées, et c'est formidable. Nous sommes dans une situation où nous, si nous voulons rattraper le retard, il nous faut tester des solutions de
j'appellerais de cohabitation apaisée. Hein, voilà. On a beaucoup parlé dans l'exercice de la mobilité. Malheureusement, ça fait un petit peu peur. Mais je voudrais insister sur un point. La LOM donne aux élus aujourd'hui des outils merveilleux de dérogation. C'est de tester des solutions en laps de temps court. C'est tout à fait ce qu'il faut utiliser pour des questions de développement du cyclable, des réflexions sur les parkings, des réflexions sur justement la cohabitation, l'évitement d'un certain nombre de zones, le développement de ce qui est attendu par les citoyens, c'est-à-dire le transport informel. On vient chercher chez moi, etc. Et je crois qu'on est dans une situation où la loi le permet aujourd'hui, elle ne le permettait pas avant. Hein, avec, oui, tout à fait. Et c'est formidable. Bien, merci Patrick Oliva. Je vous laisserai synthétiser tout à la fin, hein, parce qu'on a besoin d'avancer, effectivement. Merci à nos 4 intervenants, Flavien Neuvy et François Rage. Florence Puiseux, vous restez tous avec nous, bien sûr, et vous, Patrick. Et je voudrais qu'on passe tout de suite au 3e thème, qui est celui sans doute que les étudiants attendent beaucoup, et certainement beaucoup de nos spectateurs, de nos internautes. Comment est-ce que les entrepreneurs réagissent-ils à ce qui peut être une contrainte ou une succession de contraintes, ou au contraire un florilège d'opportunités, d'idées nouvelles? Quel est le rôle de l'innovation dans la transformation? Et nous sommes maintenant avec Didier Malga, Roland Schaumann, Francis Napez et François Fantin. Alors, évidemment, notre objectif maintenant, à ce point de la conférence, je rappelle qu'il est 19h29, on va essayer d'aller jusqu'à 20h15 sans ennuyer personne, mais vous allez voir, ça va vraiment être passionnant, effectivement. C'est de comprendre comment ceux qui innovent dans les mobilités réussissent, s'organisent pour réussir, et aussi font face à toutes les contraintes, bien sûr, notamment d'investissement et de retour sur investissement. Je parle donc du modèle économique. Et on débute avec vous, François Fantin. Je vais vous donner la parole. Vous êtes responsable du développement des relations avec les collectivités pour Klaxit. Et Klaxit, c'est une appli qui s'appelait d'ailleurs avant WazeUp, et maintenant c'est son nom, Klaxit. Une appli eh bien qui permet aux utilisateurs donc de réaliser des trajets domicile-travail et travail-domicile en s'inscrivant sur l'application, soit en tant qu'utilisateur, soit en tant qu'automobiliste. Alors, votre but et votre idéal, c'est de réduire la congestion urbaine. Racontez-nous, François Fantin. Oui, le but de Klaxit, de manière générale, c'est vraiment d'être une solution complémentaire au transport en commun, et notamment dans les zones, sur les zones d'activité, notamment dans les grandes métropoles. Vraiment cette idée de solution complémentaire au transport en commun, et jamais une solution qui irait contre les transports en commun. Pour ça, en fait, on travaille à la fois avec les collectivités et avec les entreprises pour créer des réseaux de covoiturage. Donc l'application, c'est un outil technologique qui nous permet de mettre en relation des utilisateurs. Maintenant, l'idée chez Klaxit, c'est évidemment d'aller beaucoup plus loin dans comment on fait pour que les citoyens, dont on parlait tout à l'heure, viennent sur l'outil technologique, viennent se rencontrer. Et puis, évidemment, derrière, comment on fait pour qu'il y ait le maximum de passages à l'acte. Le covoiturage est encore une mobilité extrêmement minoritaire, les parts modales. L'idée de Klaxit, c'est donc d'accompagner les employeurs, les collectivités, pour amener un maximum d'utilisateurs et qu'on ait derrière un vrai passage à l'acte sur la question du covoiturage. Et ça, évidemment, c'est des projets complets qu'on développe avec les collectivités pour vraiment comprendre tous les aspects du développement du covoiturage. Non, le covoiturage n'est pas une simple application. C'est pas ça qui fera aujourd'hui, pas uniquement en tout cas, ça qui fera aujourd'hui un passage à l'acte. Donc l'idée est d'aller beaucoup plus loin en allant chercher les utilisateurs, en leur expliquant le covoiturage, en leur expliquant pourquoi ils ont intérêt à s'y mettre. Et évidemment, en essayant de les amener à une pratique qui soit la plus régulière possible, parce que oui, ça permet de réduire la congestion, mais en fait, les problématiques de mobilité selon les territoires sont extrêmement variables. On travaille avec une trentaine de collectivités partout en France. On a des collectivités, je peux vous citer Nantes, qui utilisent Klaxit pour justement décongestionner ces transports en commun. Et puis, dans une plus large majorité des collectivités avec lesquelles on travaille, c'est davantage pour être une solution complémentaire sur des zones d'activité où la mise en place de transports en commun lourds, tels les métros, les tramways, voire des lignes à haute fréquence pour les bus, serait plus compliqué, et là où le covoiturage domicile-travail a un impact qui serait beaucoup plus fort. D'accord. Alors, pour qu'on comprenne bien, vous démarchez à la fois donc le monde de l'entreprise,
Vous allez voir les grosses entreprises, vous allez en citer quelques-unes d'ailleurs, je vais vous laisser le faire bien entendu, pour leur présenter à leurs salariés, pour qu'elles présentent à leurs salariés donc cette solution. Et vous allez aussi voir les collectivités territoriales, donc comme par exemple Clermont Métropole. Que leur dites-vous donc aux uns, les entrepreneurs, et aux autres, les collectivités territoriales? En fait, c'est exactement ce que je disais. C'est-à-dire que pour avoir de l'efficacité dans le covoiturage sur un territoire, ça doit être une démarche complète. Une démarche qui va permettre d'amener les utilisateurs vers les outils technologiques, vers les applications, donc l'Axit évidemment, et derrière d'avoir ce qu'on appelle le passage à l'acte, donc vraiment la réalisation des covoiturages. Et pour ça, en effet, on a besoin de toute la population, c'est-à-dire qu'on a besoin des employeurs et du coup des salariés derrière, et on a besoin des collectivités. Pourquoi? Parce qu'en fait, les employeurs avec lesquels on travaille, ils nous servent de point d'entrée, de communication auprès des utilisateurs. D'accord. On le sait aujourd'hui, on a beaucoup de difficultés à faire des communications de covoiturage domicile-travail entièrement grand public sur le territoire. Parce qu'on va venir diluer complètement la masse, les mises en relation de covoiturage sur un territoire. Donc l'objectif, c'est en effet d'accompagner de très gros employeurs qui, eux, vont avoir une facilité de mise en relation entre leurs propres collaborateurs, évidemment par le nombre de salariés, hein, c'est ce qu'on appelle la masse critique dans le covoiturage, et évidemment par le type d'horaire aussi. Donc en effet, on va venir accompagner sur un territoire ciblé, une collectivité avec lesquelles on travaille, les 5, 10, 15, 20, 25 plus gros employeurs du territoire qui vont vraiment nous permettre de créer ce réseau de covoiturage. Après, on travaille en effet avec les collectivités sur un aspect qui est le cofinancement, ce qu'on appelle le subventionnement hein, dans les transports en commun, du covoiturage. C'est un élément qui aujourd'hui est indéniable et qui est pratiqué par un grand nombre d'AOM, des autorités organisatrices des mobilités, qui a été lancé dans un premier temps par Île-de-France Mobilité. C'est un élément qui est central dans le développement du covoiturage parce que c'est cette participation financière de la collectivité, d'ailleurs ce qui se fait sur Clermont et sur la métropole, va permettre de donner un intérêt financier fort à la pratique du covoiturage. Aujourd'hui, pour que quelqu'un laisse sa voiture chez lui et monte dans la voiture de quelqu'un d'autre, il faut lui donner un intérêt financier fort. Et le partage de frais simple qu'on connaît tous, notamment via les plateformes de covoiturage longue distance, ne suffit pas sur des trajets de domicile-travail pour avoir un passage à l'acte fort, d'où l'intérêt évidemment du subventionnement par les collectivités pour avoir cette réduction du prix pour le passager et pour inciter évidemment les citoyens à laisser leur voiture au garage et à monter dans la voiture de quelqu'un d'autre. Quel est le business model de Klaxit et comment gagnez-vous votre vie? C'est surtout la question numéro 2. Comment gagnez-vous votre vie? Alors, chez Klaxit, on a deux business models. Un premier business model qui est plutôt historique, qui est notre travail, justement, on en parlait, avec les employeurs. Donc, on a des prestations vendues aux employeurs pour amener un maximum de leurs collaborateurs vers la pratique du covoiturage. Vous le disiez, on travaille maintenant avec à peu près 350 entreprises partout en France, des entreprises bien connues, Renault, Vinci, Engie, Veolia, Valeo, Carrefour, etc. Ces employeurs-là, historiquement, depuis 2014, travaillent avec nous pour vraiment amener leurs collaborateurs vers la pratique du covoiturage et financent Klaxit, notamment sur des animations, de la communication, un travail pour amener les collaborateurs vers la pratique. La deuxième partie du business model de Klaxit, c'est les collectivités. Les collectivités doivent financer, en tout cas celles qui souhaitent massivement développer la pratique du covoiturage, cofinancent donc les trajets. C'est-à-dire qu'ils mettent des budgets à la disposition des utilisateurs par le biais des outils de covoiturage pour aider à la pratique des utilisateurs. C'est ce que je disais tout à l'heure, en diminuant le prix des passagers et en venant subventionner. Sur ces budgets de cofinancement, le business model de Klaxit, comme des principaux opérateurs de covoiturage, est une commission qui est prise sur les budgets mis par les collectivités partenaires de Klaxit. D'accord, bien compris, effectivement. Et je rappelle, François Fantin, que Klaxit est né en 2012, donc vous avez 8 années d'existence, vous avez donc bien prouvé votre légitimité et votre durabilité. Klaxit emploie aujourd'hui 45 collaborateurs. Vous fédérez 360 entreprises partenaires. Vous avez cité Renault, Engie, Vinci, Veolia. On peut citer Disneyland Paris, actuellement fermé pour cause de crise sanitaire, bien sûr, réparties dans 30 zones géographiques, dont celle, effectivement, de la communauté urbaine de Clermont-Ferrand. Merci beaucoup, François. On est obligé d'avancer, mais restez avec nous, bien entendu. Je vais m'adresser à vous, Didier Malga. Didier Malga, vous êtes, je le disais en introduction, champion du monde FIA Énergie Nouvelle. Vous êtes créateur du championnat de France donc des énergies nouvelles, Rallye Énergie Nouvelle.
et spécialiste aussi de la transition énergétique. Didier, on parle de transformation de la mobilité. Il ne faut pas oublier le versant des produits, hein. Effectivement, l'automobile, le véhicule électrifié arrive, bien sûr, il est là. Beaucoup de modèles sortent presque, on ne va pas dire tous les jours, mais en tout cas toutes les semaines. Simplement, on a l'impression que la voiture électrique, quand on est dans le grand public, c'est pas sexy, c'est pas pareil qu'une voiture qui fait vroom vroom. Et vous, vous êtes là pour dire le contraire. Alors racontez-nous. Oui, c'est vrai, c'est une bonne introduction. On va essayer, on tâche par la compétition de rendre ces voitures attractives pour déclencher des actes d'achat, bien entendu. On en a parlé tout à l'heure, je crois que c'est Flavien Neuvy qui parlait de ça, du fait de la place que tient l'automobile chez nous, Français. Beaucoup voudraient que ça ne soit plus qu'un objet de déplacement, ben, ce n'est pas le cas. Donc, il faut absolument tenir compte de ça tout de même, parce que sinon, le risque du phénomène des gilets jaunes, il ne s'agit pas de dramatiser, mais on a vu de quoi c'était parti, on a vu où est-ce que ça a atterri. On ne peut pas balayer du revers de la main, à mon sens, l'automobile comme moyen de déplacement. Ça me semble complètement incroyable. Et malheureusement, dans les plans qu'on entend concernant les nouvelles mobilités, on entend parler de vélo ce soir, on entend parler de transport en commun. Or, on sait, je vais enfiler le costume du citoyen clermontois, on connaît le relief de notre ville. Je pense que pas mal de nos auditeurs doivent être en train de se frotter les mollets en se demandant comment ils vont faire pour aller au travail ou rentrer chez eux. On entend parler de transport en commun alors qu'on sait que la crise sanitaire est en train de proposer justement tout le contraire. Et on trouve maintenant les limites du transport en commun et on n'entend pas parler dans les plans de développement et d'aménagement de la voiture qui semble complètement bannie. Pourtant, la voiture propre existe. Donc, on peut très bien rouler propre aujourd'hui, on peut très bien rouler propre en ville pour pas cher du tout, en plus. Donc, pourquoi on n'entend pas parler de ça dans les plans d'aménagement? C'est pour moi un mystère aujourd'hui. Par contre, il est clair que ça va se développer grâce aux mesures gouvernementales concernant l'installation des bornes de recharge électrique. Est-ce qu'il y a des volets d'installation de bornes dans les plans dont nous ont parlé des élus? Je ne sais pas, je le souhaite de grand cœur parce qu'aujourd'hui, l'agglomération clermontoise est une des agglomérations en France qui est les moins bien équipées en matière de bornes. Et il n'y a pas que nos citoyens et que nos amis clermontois qui chargent leur voiture. Il y a aussi des gens qui viennent de l'extérieur, qui arrivent à Clermont, qui se retrouvent sans capacité de charge, ce qui, bien entendu, Clermont étant la croisée des autoroutes, c'est un vrai problème. Donc, je pense qu'il y a un volet qui a été oublié dans ce qu'on nous propose, et un volet extrêmement important. Alors, pourquoi comment rendre la voiture effectivement attractive, la voiture propre attractive? Eh bien, c'est le marketing classique depuis que l'automobile existe. Quand il a fallu montrer que les voitures à pétrole étaient meilleures que les voitures à cheval, eh bien, on a créé des compétitions pour montrer l'efficacité et l'intéressant de ce mode de transport. Eh bien, aujourd'hui, on est exactement à la même croisée des chemins. On parlait de fracture tout à l'heure ou de clash, et c'est vrai que nous y sommes à ce clash actuellement. Quand on voit sur les réseaux sociaux les réactions des citoyens, on voit ce clash, et il faut donner cette voiture des lettres de noblesse et leur donner envie d'acheter. Donc, il faut les flatter, il faut flatter le produit, il faut que le citoyen qui roule en voiture électrique soit encore aujourd'hui flatté par ce choix. Mais on n'est pas arrivé là et je ne vois pas de vraies mesures pour y parvenir, malheureusement. D'accord. Alors, d'où la création, votre idée de créer le championnat de France, donc Rallye Énergie Nouvelle. Vous nous en dites quelques mots simplement, rapidement, et puis après, il y a des questions, donc je vous ferai répondre à des questions. Ah, très volontiers. Donc, le championnat je l'ai créé en 2016, devant l'arrivée des véhicules et du marché automobile. Aujourd'hui, ça devient un outil extrêmement intéressant pour les constructeurs. Il sort des voitures tous les jours en ce moment, des voitures propres, hydrogène ou électriques ou hybrides tous les jours. Et donc, nos constructeurs, donc nos emplois, donc nos entreprises ont besoin de vendre ces produits, de les promotionner. Et la promotion des véhicules, eh bien, c'est par la compétition. C'est vrai aussi au niveau international, au niveau de la FIA et de la FFSA qui travaillent
à la transition énergétique de chaque discipline, que ce soit la Formule 1, c'est déjà fait, que ce soit le rallye, que ce soit le Trophée Andros, sans vouloir faire de promotion que l'on connaît bien sur l'agglomération clermontoise. Toutes les catégories des disciplines automobiles aujourd'hui sont en train de muter et il faut bien sûr accompagner cette mutation pour donner envie à nos concitoyens d'acquérir ces autos. D'accord. Alors d'abord une réaction, c'est Adrienne Simon Zakala, excusez-moi si je prononce mal votre nom, madame, qui signale que 35 bornes de recharge sont prévues prochainement sur le territoire métropolitain, donc l'installation de 35 bornes de recharge supplémentaires. Donc ça ajoute un petit peu d'eau à votre moulin, cher Didier. Et puis une question un petit peu à rebrousse-poil de Christine Cantat. L'électrification des véhicules personnels ne risque-t-elle pas finalement d'enraciner encore plus l'automobiliste dans sa pratique de la voiture, même en ville, plutôt que de basculer sur d'autres modalités? Bonne question. Bien sûr. Bien sûr, mais je crois que ça serait rêver complètement d'imaginer une ville sans transport individuel. Je pense que là, on serait hors sol de pouvoir imaginer ça. Bien sûr qu'il faut développer le transport en commun, bien sûr, pourquoi pas le vélo, mais nous savons tous, au fond de nous, que chacune de ces solutions a des inconvénients et des impossibilités. Donc, faire un tri comme ça j'allais dire, sur le dos du citoyen pour supprimer le transport individuel, j'ai vraiment peur que ça arrive à un clash, on le sent. Quand on commence à expliquer que les centres-villes seront interdits à la voiture, non pas à toutes les voitures, mais à la voiture sale, donc pour pousser les gens à rouler en voiture propre, déjà là, il y a un problème, mais on a des arguments pour répondre puisque la réponse aujourd'hui, techniquement, existe. Bien sûr. Bien sûr. Alors, une dernière question sur les circuits automobiles, parce que vous parlez de compétition automobile et quelque part de la transformation aussi énergétique dans la compétition automobile. Tous les circuits automobiles quasiment aujourd'hui du monde ont des difficultés à la fois financières, mais aussi provoquent des nuisances sonores avec le voisinage. Est-ce que vous pouvez les aider avec ce type de championnat? Eh bien évidemment, puisque là, on est en train également aussi de monter des disciplines d'endurance électrique en fonction des capacités d'autonomie des voitures, bien entendu. Et ces compétitions-là, eh bien, tout simplement, ne produisent pas de pollution, ni sonore, ni en termes de rejet, puisqu'on roule en zéro émission, hein, c'est l'expression. Et donc, effectivement, on peut sauver des circuits ou développer des activités autour de ce concept-là. C'est d'ailleurs ce qui est en train de se faire sur Clermont-Ferrand, sur le site du circuit de Charette, qui est un circuit emblématique, avec le concours notamment de Michelin également beaucoup, si ça s'intéresse à ce site, où on va pouvoir trouver un esprit de compétition, donc un esprit de développement technique et d'amélioration technique de ces voitures dans des conditions environnementales optimales. Très bien. Merci de votre intervention, Didier Malga. On parle du produit avec vous et on parle d'aider finalement le monde des automobilistes à utiliser d'autres formes d'énergie, effectivement, la voiture électrifiée ou la voiture électrique. Mais savez-vous qu'on peut aussi intervenir sur le parc circulant? Et le parc circulant, c'est-à-dire les 40 millions de voitures qui circulent en France. Et je m'adresse à vous, Roland Schaumann. Donc, Roland Schaumann, vous êtes fondateur de Yann Motion. Vous êtes un spécialiste de la transformation des véhicules à moteur thermique en véhicules à moteur électrique. Et comme je le disais en introduction, ce n'est pas de la magie, c'est simplement que, en tant qu'ingénieur de formation, puisque vous avez passé de formation et de métier, vous avez passé une partie de votre carrière chez Renault Sport F1, et c'est là que vous avez développé l'idée, effectivement, d'implanter des moteurs électriques dans nos vieilles bagnoles thermiques. Racontez-nous aussi. Roland, c'est à vous. Hop, je réactive le micro. Oui, effectivement, c'est en fait une idée qui m'est venue déjà en 2011, quand j'étais ingénieur d'essai chez MAN, donc cette société qui fait des gros moteurs de centrales électriques et de bateaux. Et en fait, à l'époque, j'avais une vieille 205 que j'ai essayé de réparer. J'ai fait un tour dans une casse automobile. C'est la première fois que j'allais dans une casse à cette époque. Et en fait, je suis ressorti de la casse un peu décontenancé parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de véhicules encore en excellent état.
Et en fait, c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais est-ce que tous ces véhicules qu'on met à la casse, qu'on écarte de la circulation ou qu'on revend pour aller polluer un petit peu plus loin, est-ce que finalement, on ne pourrait pas simplement travailler sur le moteur si c'est juste ça qui pose problème? Bien sûr. Et bon, à l'époque, l'idée, j'avais un peu exposé l'idée autour de moi, ça n'avait pas eu beaucoup de succès, mais je l'ai gardé dans un coin de ma tête. Et c'est effectivement en arrivant chez Renault Sport F1 que j'ai rencontré mon associé fondateur, Laurent Blanc, et qui avait eu la même idée que moi et qui avait déjà commencé à travailler sur un véhicule, une Austin Mini. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on s'est dit qu'on pouvait faire quelque chose. Alors, je vous interromps ouais. une seconde. Je vous interromps simplement pour donner un élément de contexte. On parle de l'année 2016, je crois, à peu près, ou 2015. 2013, vous m'avez dit, hein, je crois. Alors, ouais, en fait, on a fait nos entrées respectives en 2013 sur Renault Sport F1 et on a effectivement créé la société seulement en 2016, une fois qu'on avait fait rouler un premier prototype. C'est ça. Alors, à l'époque, on avait déjà la Renault Zoé et la Nissan Leaf qui circulaient depuis 6 ans en France et on avait déjà une maturité de la technologie des batteries. Il faut bien le dire, hein, parce que 10 ans plus tôt, ce n'était pas faisable. Ouais, exactement. Ça, c'est un élément important. Et étant dans le milieu automobile, on a été les premiers témoins de cette évolution technologique et justement de pouvoir affirmer en fait que c'était possible avec les technologies aujourd'hui disponibles sur le marché, parce que c'est ça qui est important. Et effectivement, en 2011, j'avais déjà fait quelques petites recherches, c'était beaucoup plus compliqué que ce que c'est devenu en 2015-2016. Ouais. Aujourd'hui, donc, on a aussi, là, on parlait de la technologie qui permet de le faire, la technologie des batteries, mais on a aussi un décret qui est sorti en France, le décret du 26 mars 2020, en plein confinement. Donc, on a pu faire des choses intéressantes pour les mobilités pendant le confinement. Un décret qui autorise justement légalement le rétrofit, c'est-à-dire donc votre métier. Ouais, exactement. Alors, c'est un peu la particularité du projet quand on l'a lancé, c'est que en fait, on a créé la société et c'était le pitch de la boîte dès le départ, hein, c'était de participer à la conversion des véhicules thermiques en véhicules électriques, alors même que la réglementation l'interdisait en France. Alors, l'interdisait, c'est rigoureusement pas vrai, elle la rendait juste extrêmement compliquée. Tout à fait. Et en fait, on a travaillé, alors on a fait des petites actions de lobbying de notre côté pour sensibiliser les pouvoirs publics, les industriels aussi. Et puis en fait, c'est en 2008 qu'on a créé une association donc, qui s'appelle AIR, donc c'est l'acronyme de acteurs de l'industrie du rétrofit électrique. En 2018, hein. L'année c'est 2018. Fin 2018, on a créé l'association avec d'autres acteurs. Hein, qui voulaient participer aussi à cette industrie naissante. Courant 2019, on a pu travailler avec la DGEC sur cet arrêté et effectivement, il est paru début 2020 pour finalement autoriser la conversion de véhicules électriques, thermiques en véhicules électriques en France. Et au passage, c'est une très bonne illustration de comment travailler aussi avec les pouvoirs publics, enfin précisément le pouvoir qu'ont les pouvoirs publics sur les innovations. Alors, Roland Schaumann, vous avez donc lancé concrètement l'idée de rétrofiter une Mini en retirant son moteur thermique et en mettant un moteur électrique. Donc aujourd'hui, ça marche très bien, effectivement. Vous êtes en train d'homologuer, je crois, ce modèle. Il y a une question de Pierre Blondeau. Le rétrofit, c'est un sujet intéressant et noble, mais qu'en est-il dans les autres pays européens et dans le monde? Est-ce qu'on est des Géo trouve tout en France ou est-ce que ça existe ailleurs? Alors en fait, on est passé du statut de dernier de la classe en France au statut de premier de la classe parce que avant mars 2020, il se trouve qu'on était un des seuls pays à rendre extrêmement compliqué l'homologation de ces véhicules convertis. Il y a des industries naissantes dans des pays comme l'Angleterre, Allemagne, États-Unis, un peu partout à vrai dire. Sauf en France. Et en fait, on est passé au statut de premier de la classe parce que le ministère des Transports et la DGEC se sont intéressés, suite à la création de l'association, à ce sujet, mais avec une ambition beaucoup plus industrielle, par contre, que ces autres pays qui l'autorisaient déjà auparavant.
Oui, donc la réponse, c'est ça existe dans beaucoup d'autres pays. Et en France, on a pris le sujet très, très au sérieux en réalité, hein, c'est ça. Tout à fait, c'est exactement Est-ce ça. dernière question simplement pour encore une fois aller vite, hein, désolé, je suis obligé de presser un peu tout le monde maintenant. Quel marché entrevoyez-vous sur ce rétrofit? Est-ce que c'est simplement pour des véhicules anciens ou est-ce que on peut rétrofiter d'autres types de véhicules? Alors techniquement, aucune difficulté à convertir n'importe quel véhicule qui a un moteur thermique. Alors je dis aucune difficulté, c'est évidemment au cas par cas, et puis il y a des véhicules pour lesquels c'est plus compliqué que d'autres. En revanche, d'un point de vue business et opportunité de marché, il y a effectivement des marchés qui sont plus intéressants que d'autres. Nous, on s'est positionné dans un premier temps sur du véhicule de collection, véhicule vintage, youngtimer. Mais pour vous donner un autre exemple, aujourd'hui, on vit aussi un petit peu, parce que je crois que c'était le thème aussi, c'est comment financer son business. Et nous, on vit un petit peu d'électrification d'autres matériels. Alors du matériel off-road, ce qu'on appelle off-road, donc qui n'est pas homologué route, et sur lesquels la démarche est tout aussi pertinente que sur des véhicules automobiles. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas vivre encore du rétrofit automobile parce que vous êtes juste en train d'homologuer votre Mini déjà, hein, c'est ça? Oui, tout à fait, c'est exactement ça. Donc on peut pas, techniquement, on peut pas encore en vivre. Enfin, concrètement, on peut pas encore en vivre. Et puis après, la question se posera même une fois qu'on aura homologué. Hein. C'est un marché qui est inexistant hein, aujourd'hui et qui va se développer. Alors après, à quel rythme? On ne le sait pas encore. Évidemment, notre souhait, c'est de le développer le plus rapidement possible parce que ce qui nous porte depuis le départ, c'est la démarche pertinente de conserver toute la carcasse, de juste retirer la motorisation et de la remplacer par une motorisation électrique. Alors, merci beaucoup, Roland Schaumann, donc, de votre intervention. Et justement, puisqu'on parle de financer l'innovation, et on souhaite longue vie au rétrofit des moteurs thermiques en moteur électrique sur nos véhicules, hein, et j'espère le plus possible de véhicules, bien sûr, on va parler de Business Angel parce qu'il faut aider l'innovation. Je m'adresse à vous, Francis Napez. Pardon de vous avoir fait patienter pendant longtemps, mais voilà, c'est votre tour. Vous êtes cofondateur de Blablacar avec Nicolas Brusson et Frédéric Mazella. Vous étiez trois fondateurs au départ. Blablacar, c'est une réussite tout à fait extraordinaire et d'ailleurs une réussite 100% française, il faut bien le dire. Mais vous êtes aussi business angel. Vous investissez dans, je crois, une quarantaine de sociétés qui peuvent être des startups et puis qui deviennent ensuite des sociétés structurées. Alors, Blablacar, je rappelle simplement que c'est une appli de covoiturage. Si des fois certains auraient été sur la Lune les 10 dernières années sans jamais revenir en France, déployé aujourd'hui dans une vingtaine de pays, 700 employés, dont 170 à l'étranger. Vous avez racheté Ouibus l'an dernier à la SNCF. Vous opérez également une solution qui est baptisée Blabla Lines. C'est un petit peu sur le même modèle que Klaxit, avec quelques différences, et on en parlera tout à l'heure ensemble. Mais tout d'abord, pourquoi est-ce que vous avez décidé, en tant que business angel, d'investir dans YanMotion? C'est une question intéressante. Il y a plusieurs aspects là derrière. Ça fait quelques années que j'investis dans des entreprises, des jeunes entreprises, des startups, etc. C'est une manière aussi de donner la chance aux projets, de les accompagner, de les aider à grandir, de faire part de notre expérience en tant qu'entrepreneur. On fabrique d'une certaine manière une nouvelle génération d'entrepreneurs. En fait, le cycle, il est vertueux si on agit de cette manière. Donc, moi, je crois beaucoup à cette approche. Et nous-mêmes, en tant qu'entrepreneurs sur Blablacar, on a bénéficié de business angels de très bon niveau qui nous ont aidés à grandir et qui nous ont apporté beaucoup lors de la construction de l'entreprise. Ça fait quelques années que je fais ça Excusez-moi, Francis, concrètement, vous entrez au capital en échange de votre rôle de business angel? Oui, c'est ça. L'idée, c'est qu'on achète des actions de l'entreprise et qu'on rentre au capital de l'entreprise. Et on devient des conseils, on devient des alliés pour aider l'entreprise à grandir. Pourquoi est-ce que YanMotion vous a intéressé? En fait, moi, j'investis dans des boîtes impact, on dit. Donc, c'est vraiment des startups qui ont
pour mission d'apporter quelque chose de mieux au monde, en fait, de transformer souvent des situations existantes ou peut-être apporter quelque chose qui rend le monde plus vertueux que ce qu'il était avant que cette boîte existe, quoi. Et c'est un peu ce que j'ai perçu dans l'histoire de Yanmotion, c'était que, en gros, il y avait un côté économie circulaire dans les discussions qu'on a eues de qu'est-ce qu'on fait de ce parc d'occasion, ce que Roland expliquait là, qui était pas complètement mort, mais qui n'avait plus de sens dans la vie qu'on voulait créer pour la suite. Et donc, en fait, on se met d'accord, quand on investit à ce niveau-là dans des boîtes, en fait, on se met d'accord sur un peu la thèse, c'est-à-dire où est-ce qu'on met l'impact, quelle est la mission de l'entreprise. Et là, on s'est dit, ben, c'est de décarboner, quoi. En fait, l'idée, c'est il y a un vrai sujet, il y a un océan là devant nous qui est sur la décarbonation. Et comment est-ce qu'on va l'attaquer? Et bien, il y avait cette première thèse de dire, bah, il y a des véhicules d'occasion, on va leur proposer une solution pour le faire, etc. Et puis après, on ouvre le marché, on se dit, bon, bah, ça peut grandir, et donc en fait, peut-être qu'il y a d'autres produits à décarboner. Enfin, autour de nous, les énergies fossiles sont utilisées massivement, et donc en fait, il y a un marché potentiel. Il faut l'adresser avec des bonnes solutions, quoi. Donc en fait, on se met d'accord sur la thèse, on se parle beaucoup, hein. Il y a un côté, est-ce qu'on est aligné en tant qu'équipe et business angel. En fait, tous les gens qui vont entourer le projet, ils ont besoin d'être alignés sur l'enjeu de la boîte. Et donc, en fait, on passe du temps ensemble pour voir si effectivement le pari de la mission de la boîte, de l'équipe, va être un succès. Est-ce que vous envisagez, en tant qu'observateur impliqué, des applications autres que dans l'automobile ou peut-être, je ne sais pas, dans les véhicules utilitaires de la logistique du dernier kilomètre, les véhicules des commerçants qui font les marchés, des choses comme ça? Oui, alors c'est pas toujours simple d'investir dans de l'industriel, j'appelle ça moi. Donc en fait, créer des véhicules ça c'est quelque chose d'assez lourd en termes même d'investissement, de retour sur investissement en l'occurrence. Moi, je suis très digital, c'est le mot qu'on utilise, hein, mais je suis très du coup dans plutôt la notion de plateforme, la notion de économie circulaire qu'on peut réaliser grâce aux plateformes. Donc ça, c'est plutôt des sujets qui me passionnent vraiment sur comment est-ce que le digital, d'une certaine manière, a un rôle à jouer dans la décarbonation ou dans peut-être d'autres sujets, parce que là, on parle des véhicules et de la mobilité, mais en fait, il y a aussi beaucoup d'autres sujets en parallèle. Alors, dernière question pour vous, ça nous fait revenir à votre entreprise et au service Blabla Lines, puisque vous parlez du rôle du digital, effectivement. Expliquez-nous ce qu'est Blabla Lines. Si j'ai bien compris, c'est aussi du covoiturage, mais appliqué au trajet domicile-travail. Quel en est le modèle économique, Francis? Oui, alors voilà, donc Blabla Lines, en fait, c'est notre produit adapté à l'expérience domicile-travail. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que l'expérience domicile-travail, elle est différente de l'expérience longue distance. C'est-à-dire, si je fais un Paris-Lyon, en fait, c'est pas la même fréquence, c'est pas la même recherche, c'est pas les mêmes interactions que j'ai avec le produit que si je vais bosser tous les matins avec quelqu'un avec qui j'interagis, que j'emmène, qui m'emmène, etc. Et pour donc en fait, on a km, c'est pas la même chose que pour en faire 500. On ne paye pas le même prix. On ne paye pas le même prix et on n'a même pas la même rapidité d'interaction. C'est pas du tout les mêmes enjeux d'interaction. Donc en fait, on a créé un produit à part qui s'appelle Blabla Lines et qui adresse spécifiquement ce marché-là. Et donc en fait, on a fait bénéficier à Blabla Lines de tous les acquis de Blablacar. En fait, il est nourri, Blabla Lines est nourri de plein de briques que Blablacar utilise massivement. D'accord. Donc le business model, en fait. Pour répondre à votre question sur le business model, en fait, je pense que c'est là où on va se retrouver avec l'Axit aussi. C'est aujourd'hui, on pourrait faire payer un montant très minimum à l'utilisateur pour utiliser le trajet en fonction des kilomètres, en fonction du temps, on peut inventer plein d'algorithmes en fait. Nous, ce qui se passe, c'est qu'on veut pousser l'usage. C'est le vrai sujet là, c'est comment est-ce qu'on déclenche l'usage là, comment est-ce qu'on déclenche le changement. Et en fait, aujourd'hui, on arrive même à faire en sorte que se déplacer soit gratuit. On l'a vu pendant les grèves, grâce à la région Île-de-France et d'autres régions. Hein. Je pense, François, tu as vécu la même expérience que nous, mais en gros, on a réussi à faire en sorte que, c'est assez incroyable de le dire, c'est qu'on a réussi à faire en sorte que la mobilité soit entièrement gratuite.
C'est-à-dire, pour qu'on comprenne bien, Francis Napez, la région Île-de-France avait accepté de financer 100% des trajets, c'est ça? Il y a même d'autres régions, hein. François, il est aussi sur d'autres régions et ils ont vu que sur d'autres régions, il y avait cette même capacité à financer ces déplacements pour que, en fait, d'un point de vue réflexion ou mise en mouvement de ce changement, en fait, il n'y ait pas de frein économique. Donc, en fait, c'est là où on voit que les pouvoirs publics, ils font aussi un pari sur cette mobilité, hein, ou en tout cas sur cette capacité à changer. Donc, en fait… Je demande à François Fantin de rallumer son micro une petite seconde. Je vais vous poser une question, François Fantin. Vous restez avec nous, Francis Napez. Si on comprend bien ce modèle du covoiturage pour les trajets domicile-travail, ce n'est pas un moyen d'utiliser encore plus l'automobile, c'est l'idée de remplir davantage les automobiles et quelque part de réduire l'empreinte carbone globale, hein. C'est bien ça? Ah, bien sûr, le principe, il est double, hein. C'est d'offrir une mobilité complémentaire au transport en commun, c'est-à-dire d'offrir une mobilité à des personnes qui sont en manque de mobilité, qui n'ont pas une mobilité efficace pour aller au travail notamment. Et puis, en face, c'est évidemment, et on parlait de réduire la congestion tout à l'heure, c'est en effet de mettre dans la même voiture deux personnes qui, aujourd'hui, prennent deux voitures différentes. Et c'est pour ça que, comme le disait Francis, l'intérêt du subventionnement des collectivités, de la participation financière des collectivités, comme l'a fait Île-de-France Mobilité, en fait, c'est donner un intérêt financier à la personne pour qu'elle laisse sa voiture chez elle et que ça lui soit bénéfique en montant dans la voiture d'une autre voiture. D'où le moment où là, on va réduire l'impact environnemental, l'impact de congestion, etc. Je voudrais m'adresser maintenant aux pouvoirs publics, aux représentants des pouvoirs publics, peut-être François Rage ou Flavien Neuvy, avant de demander à Patrick Oliva de faire la synthèse de nos échanges. Est-ce que vous pouvez rallumer vos micros, messieurs les élus? Est-ce qu'ils sont encore parmi nous? Oui, je crois que François Rage et Flavien Neuvy réactivent leur micro. François Rage, on vient d'entendre plusieurs entrepreneurs qui proposent des innovations pour associer l'automobile avec Didier Malga, l'énergie électrique ou le véhicule électrique et électrifié. On vient d'entendre deux applications effectivement que sont Klaxit et Blablacar à travers Blablalines, qui sont des applications de covoiturage domicile-travail. Et puis aussi, on a entendu Roland Schaumann qui, avec Yann Motion, rétrofit, donc décarbone les véhicules thermiques. Ça vous intéresse, ça, vous, en tant qu'élu, François Rage? Oui, bien sûr. L'essentiel pour nous, c'est de trouver des solutions de mobilité. Ce n'est pas nécessairement que du transport public ou du vélo ou du covoiturage, la voiture partagée, etc. Dans ce cadre-là, le SMTC a créé un concours de start-up il y a 5 ans qui s'appelle Overmove. Et on a pu faire de l'expérimentation à travers ça. On sait que sur les sujets de mobilité, l'expérimentation, c'est important. Il y a des données qui vont évoluer, il y a des domaines qui vont fonctionner, d'autres non. Et aujourd'hui, on travaille par exemple avec Klaxit parce que c'est l'ensemble des moyens de mobilité qu'on doit mettre en œuvre. Aujourd'hui, on subventionne beaucoup le transport public. C'est aussi pour ça qu'il est évident pour nous de subventionner la voiture, mais en tant que voiture avec plusieurs individus à l'intérieur, puisque la voiture, c'est du transport public si vous êtes plus de deux à l'intérieur. Derrière, ça a des effets de société qu'il faut que nous, élus, nous prenions en compte, puisqu'on crée quelque part une nouvelle forme de travail, peut-être déguisée ou pas, mais en tout cas, on rémunère quelqu'un pour une forme de travail qui n'est pas son activité première. Donc, il faut aussi imaginer les moyens qu'on peut mettre en œuvre sur ces questions de mobilité, les conséquences que ça va avoir sur l'évolution de notre société, parce qu'on a su aussi qu'à un moment, sur les questions de covoiturage, certains arrivaient à dégager des bénéfices assez intéressants pour eux. Donc, c'est tout ça qu'on doit prendre en compte, nous, dans notre fonction d'élu, c'est-à-dire pouvoir organiser une meilleure mobilité pour nos citoyens, mais en imaginant quelles sont les conséquences de nos actes sur des questions d'évolution de la société. Je passe le micro à Flavien Neuvy. En tant qu'élu d'une ville de 9000 habitants, est-ce que vous pourriez mettre, Flavien, une solution de covoiturage domicile-travail? Est-ce que ça peut être intéressant pour vous, élus? Oui, bien sûr, parce que effectivement, la mobilité, elle est très diverse. Et ce qui est intéressant, c'est de voir justement ce qu'on appelle les mobilités innovantes, c'est-à-dire les nouvelles formes de mobilité qui viennent prendre leur place dans les déplacements du quotidien des Françaises et des Français. Donc, bien sûr que c'est intéressant, il faut l'analyser.
Il faut regarder ce que ça peut apporter, comment ça peut fonctionner. Donc, néanmoins, j'apporte, je ne vais pas dire un bémol, mais le transport public coûte très cher. Oui, François, je te vois sourire, mais souvent j'ai mes petits sujets comme ça qui reviennent. Pour celles et ceux qui nous écoutent, il faut savoir que le ticket, je parle sous le contrôle de François, mais selon les organismes de transport public, c'est entre 10 et 20% des recettes. Et tout le reste, c'est de l'impôt, c'est du versement de transport, c'est de la taxe, bref, c'est l'argent de tout le monde. Et que donc, du coup, c'est bien quand les régions ou quand les collectivités payent pour permettre aux gens de se déplacer via le transport public ou via d'autres modes de transport. La seule limite qu'il y a, c'est que l'argent public ne tombe pas du ciel et qu'à un moment donné, la question, c'est jusqu'où on va. Voilà, c'est jusqu'où on va dans la subvention ou dans la prise en charge de la mobilité des gens. Moi, à titre personnel, je pense qu'on ne peut pas tout faire, parce que forcément, la mobilité, c'est important, c'est notre sujet de notre débat de ce soir, c'est au cœur de la vie quotidienne de tout le monde, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'autres politiques publiques qui sont aussi éminemment importantes, et que ce qu'on met d'un côté, on ne le met pas de l'autre. Donc ce sont des arbitrages permanents, et la limite de tout ça, c'est que voilà, l'argent ne tombe pas du ciel, et qu'à un moment donné, subventionner, c'est bien, mais jusqu'où on va. Voilà, donc c'est peut-être le petit bémol. Et encore une fois, je le recontextualise dans le moment présent de crise sanitaire, crise économique et sociale. On peut craindre malheureusement que le plus dur soit à venir sur le plan économique et social en 2021, et que du coup, les recettes des collectivités territoriales, qui sont beaucoup assises sur la fiscalité économique, si les entreprises marchent moins bien, si les entreprises font faillite, ça veut dire moins d'argent pour les collectivités. Et moins d'argent pour les collectivités, ça veut dire que forcément, il y a des arbitrages qui se feront, et il faut l'avoir en tête, tout simplement. J'en profite pour faire part d'une réaction de Jean-Michel Demar de l'agence Urba qui dit « Dans la transition énergétique, la sobriété tient une bonne place ». Et oui, effectivement, tout coûte cher, mais si le citoyen peut arriver aussi à avoir des démarches frugales, on y gagnera tous. Je souhaite passer maintenant, pour conclure, parce qu'il est 20h09, à Patrick Oliva, la difficile tâche, Patrick, de synthétiser nos propos, où on a essayé ce soir de montrer que face à des logiques de pouvoir public qui sont à la fois contraints et proactifs dans la transformation des mobilités, on a des entrepreneurs qui proposent des solutions, on a des citoyens qui sont au centre de tout cela. Est-ce que vous allez pouvoir nous réunir? Oui, en tout cas, essayer un tout petit peu. Hein. Écoutez, ce qui me paraît, c'est de voir, commençons par les politiques publiques. La France en a plusieurs, donc on a insisté sur la loi d'orientation des mobilités intéressante. Elle se marie avec un plan pluriannuel d'énergie, elle se marie avec une société nationale bas carbone, la LTE. Il y a un contexte là qui est quand même assez intéressant pour aborder ces transitions et je veux dire les aborder d'une manière assez apaisée. Voilà, je crois qu'il faut qu'on dépasse ces fractures et qu'on mette un petit peu de côté les dogmatismes qu'on continue d'avoir. En revanche, si je regarde notre arsenal de politique publique, il y a une déficience aujourd'hui sur un domaine qui n'est vraiment pas bien attaqué, c'est celui de la logistique. On a parlé beaucoup de mobilité des personnes ce soir, et c'est naturel, parce que c'est la chose. En revanche, du côté de la logistique, et il est évident que Mme Borne en était bien consciente d'ailleurs quand on a travaillé sur l'assise de la mobilité, c'était centré sur la mobilité des Français, ça n'était absolument pas sur la logistique, et c'est un chantier engagé. D'ailleurs, ça, pour l'instant, ça n'est pas fait, mais c'est un axe vraiment très important si on veut décarboner, décongestionner, etc., etc. C'est le premier point. La mobilité a eu un avantage énorme, je crois, c'est qu'elle a eu la volonté d'éliminer les zones blanches, c'est-à-dire les zones sur lesquelles il n'y avait pas de couverture par les organisations de transport. Aujourd'hui, les AOM couvrent l'ensemble du territoire, c'est quand même très très bien. Il y a des métropoles qui ont vu leur pouvoir renforcé, mais en même temps, il y a une perspective de coordination au niveau des régions qui là aussi est affirmée. Tout ça me semble procéder de bonnes pratiques, de bon sens, et il me semble que ce qui ne sont pas des solutions, mais c'est véritablement un socle qui permet à tous ceux qui le veulent d'avancer de manière plus ambitieuse que ce qui avait été le cas jusqu'à présent. Ça supposera de franchir quelques
un petit peu quand même, qui demande du courage, voilà, qui demande un petit peu de courage, mais on ne progressera pas sans avoir ce courage. C'est le premier point que je voulais aborder. Dans le cas des citoyens, je pense que le rôle des citoyens est essentiel et que là encore, il ne faut pas les dresser les uns contre les autres. Je rejoins ce que disait Petit et Malga. Il ne faut pas que celui qui a une voiture, effectivement, soit vu comme un monstre, etc. Puis ce n'est pas réaliste. 57% des Français vivent dans des maisons. 57% des Français. Et donc, il est impensable de ne pas travailler. Ce qui peut être fait, en revanche, peut-être retrouver un peu d'éléments de bon sens. Quand je vois les voitures gonflées, comme elles le sont en ce moment, avec des SUV, etc., c'est une vraie problématique. Et d'espace public et de puissance, de surpuissance. Et là, je rebondis sur ce qui a été dit par Yann Motion, qui paraît très intéressant, parce qu'ils n'ont pas pris une voiture, ils ont pris une Mini. Si j'ai bien noté, 18 kWh, 34 kW. C'est-à-dire que vous êtes à des niveaux de puissance tout à fait raisonnables, une utilisation de batterie extrêmement raisonnable, parce que ce que l'on sait très très bien aujourd'hui, c'est qu'on a des solutions pour aller vers des solutions propres, mais en revanche, on n'est pas sûr de pouvoir les développer aussi fortement que ce que nous permettent les énergies fossiles. Et donc, la notion de sobriété qui a été réévoquée par Jean-Michel Demare est absolument essentielle. Il faut que les véhicules, quels qu'ils soient, les bus, les camions, les deux roues, les voitures, demain, soient à niveau de puissance beaucoup moins élevé, sauf pour le véhicule de Didier, bien sûr, parce qu'il faut qu'il gagne son champ. Sinon, on sera très triste. Mais d'une façon générale, il faut revenir à du bon sens. Ce bon sens qui est d'ailleurs d'autant plus évident qu'on nous parle maintenant de véhicules autonomes qui ne devraient plus avoir d'accidents, etc. Donc les techniques d'évitement de choc sont là. Il est invraisemblable qu'on continue d'avoir des véhicules aussi lourds. Et je dirais même que ça s'étend d'ailleurs au train, que ça s'étend à beaucoup de choses qui sont beaucoup trop lourdes. Donc on a une sorte de gabegie, je dirais, à ce niveau-là, et de gabegie dans l'utilisation de l'espace, puisqu'on a parlé de parking, etc. Donc le contexte législatif est plus ou moins là, au moins de réapaiser les choses et de jouer vers une certaine mixité. Il y a un dossier qui n'a pas été abordé, qui me paraît très important, qui est celui du passage à l'électrique de façon budgétairement accessible par les villes. Il dit que si dans une ville, vous favorisez les deux roues électriques, au lieu de Paris, ces monstres de thermiques qui polluent et qui font du bruit, parce que c'est du Moyen-Âge, quand même, à Paris, il faut dire. Donc, les deux roues électriques, si vous les poussez, si vous poussez des hybrides rechargeables, tout ça se fait chez soi. Il n'y a même pas besoin d'un copec d'investissement de la part des municipalités. Et on ne comprend pas pourquoi ça n'est pas favorisé. Oui. Donc, il faut à un moment donné se dire, on peut y aller progressivement avec les moyens que l'on a, avec une détermination absolument claire qu'on va transformer. Vous voyez ? Alors que là, pour des raisons dogmatiques incompréhensibles, on n'a pas voulu, par exemple, développer les hybrides rechargeables, qui sont une solution peut-être transitoire, mais qui correspond aux besoins de beaucoup de Français. Et c'est très cher aujourd'hui, donc on voit bien que ce n'est pas encouragé. Donc je crois que c'est intéressant, c'est de se dire, au fond, soyons bienveillants les uns avec les autres. On a besoin de transporter. Chaque fois qu'on peut covoiturer, chaque fois qu'on peut prendre effectivement des moyens en commun, c'est très bien. Attention, les médecins nous disent de plus en plus que les transports en commun, c'est un peu comme la voiture, c'est très mauvais pour les aspects de sédentarité et que c'est très mauvais pour la santé. Faites-en attention parce qu'il ne faut pas surinvestir dans des trucs dont on veut demain avec des sanglots dans la voix et une émotion totale en disant on fait gonfler, ils deviennent trop gros, ils ont des cardiologues. Je vous rappelle que nous sommes passés à la 10e place en termes d'espérance de vie en bonne santé et que c'est un des problèmes que nous avons à relever dans les années qui viennent. 10e place en Europe. Attention, ça se dégrade. Ça dégrade énormément. Donc, il faut faire très attention et donc ne pas avoir ces postures absolument dogmatiques qui sont un frein à l'évolution du progrès. Concernant les investisseurs... Et je vous demande de conclure, s'il vous plaît, Patrick, en quelques mots. Voilà. On se rend bien compte que l'argent de l'État, sauf en cette période de Covid où ça coule, comme les fontaines de miel de la vie, l'argent d'État, il va être rare. C'est le domaine privé qui va investir.
Et je vois énormément de villes, énormément d'acteurs qui ne travaillent aujourd'hui que sur des appels d'offres d'État. Ça ne fait pas des stratégies. Elle doit se bâtir en se disant, moi je suis dans une ville, et voilà, il y a toute une chose à décliner, du piétonnier, du cyclable, du deux-roues électrique, du transport informel, etc., public, etc. Je suis dans les territoires, et là, il faut que je développe évidemment des voitures propres, de l'énergie décentralisée et des plateformes d'autopartage de véhicules, du rail qui fait des trains qui éventuellement sont en grève, voilà, de façon à avoir avec une garantie de service. Parce que quand je vois l'Allemagne et la France, on a cherché par exemple à redévelopper une logistique de rail en Allemagne et ça fonctionne, et ça ne fonctionne pas en France. Pourquoi? On n'est pas plus idiot. C'est simplement qu'on n'a pas en France la fiabilité et la régularité qui est attendue par l'industriel. Voilà. Et que la Deutsche Bahn avait. Donc voilà, on a cette espèce de cadre, je crois, législatif qui est quand même pas mauvais, qu'on peut comprendre. Cette double volonté de se dire, nous nous remettons au niveau, parce que nous avons beaucoup de handicaps aujourd'hui, nous avons régressé depuis 2005 dans notre course mondiale, on se remet au niveau, des moyens budgétaires progressifs et accessibles par le pays, et on essaie de le faire pour le bien-être des gens. Voilà. Et les gens, on ne peut pas les opposer. Le piéton, demain, il sera dans la... il sera demain en voiture, etc. Et je crois que c'est cette espèce de mixité qu'il nous faut encourager. Voilà. Merci beaucoup, Patrick Oliva. Merci de vos mots de synthèse. N'opposons pas ni les énergies, ni les modes de déplacement, ni les mobilités, et surtout pas les citoyens. Merci d'avoir participé, messieurs les intervenants, madame, messieurs, Florence Puiseux, François Rage, Flavien Neuvy, Didier Malga, François Fantin, Francis Napez, Roland Schaumann, et bien sûr vous, Patrick Oliva, à cette conférence organisée par l'ESC Clermont Business School. Remerciements sincères aux équipes aussi de l'ESC qui ont travaillé pour que cette conférence ait lieu. Et je vous rappelle que vous pourrez retrouver donc les meilleurs moments de cette conférence sur la chaîne YouTube de ESC Clermont Business School, sur la chaîne YouTube de Orbimob. Et je vous rappelle qu'Orbimob est bien, opérationnel jusqu'au 6 novembre. Sur orbimob.org, vous retrouverez toutes les visioconférences destinées à vous sensibiliser, toutes et tous, bien sûr, sur ces mutations de la mobilité. Excellente soirée à tous et certainement une prochaine fois. Merci à tous et merci Florence. Merci à tous. Merci à tous les intervenants, tous les participants. Bonne soirée. Bonne soirée.